Hello Quentin, Hello Arthur, comment tu vas? ça va au top, ravi de t'avoir. Donc on va commencer direct, hein. Je te laisse te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, ton histoire, en quoi elle est différente des autres invités que j'ai eu avant ce podcast. Bah, écoute, déjà merci à toi pour cette invitation, enfin aussi pour d'avoir pu faire ce rendez-vous. Du coup, moi c'est Corentin, j'ai 29 ans. Et donc du coup, là actuellement, je suis justement, développe une activité de coach pour accompagner justement les personnes à sortir de l'anxiété, du stress, la gestion des émotions, l'hypersensibilité, toutes ces choses-là. Tout ce qui est accès au final à la santé mentale. Du coup, comment j'en suis arrivé là? Mais comme je t'expliquais un petit peu avant, quand j'ai eu 16 ans, suite à un décès, j'ai déclenché un TAG, donc du coup un trouble d'anxiété généralisé, heu, Mhm. ce qui a, tu t'en doutes, foncièrement changé le cours de ma vie, en tout cas de ce que je pensais que Ouais. j'allais pouvoir faire. Et donc du coup, j'ai mis énormément d'années à pouvoir me sortir de ça, à comprendre un petit peu comment ça pouvait fonctionner, à quel point ça pouvait être, handicapant, en tout cas sans ressources. Et donc du coup, au fil des années, à force d'épuiser toutes les méthodes qui pouvaient être «classiques» entre guillemets, tout ce qui est psychologue, psychiatre, médecine, hem, j'arrivais un petit peu à bout de souffle. Pour être totalement honnête, comme je disais en amont, je suis même allé jusqu'à penser au suicide, utilisons les termes. Et du coup, c'est Ah. à ce moment-là que j'ai découvert, le développement personnel. Donc je pense qu'à ce moment-là, je dois avoir 18 ou 19 ans, au travers du coup comme Donc ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi que tu es dans le truc et tu as un peu épuisé toutes les méthodes traditionnelles, quoi. ouais, ça faisait 2-3 ans, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là David Laroche. Un réel Le GOAT. déclic, réel déclic. De comprendre de comprendre qu'en fait, tu as totalement le pouvoir, de pouvoir toi-même changer les choses, Mm. de conscientiser comment ça fonctionne. Et du coup, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, entre guillemets. Et après, du coup, au travers de développement personnel et aussi, ça m'a ouvert aux médecines alternatives, tout ce qui est spiritualité, toutes ces choses-là. Ça m'a permis de Mm. et du coup, Mm. j'ai continué l'apprentissage pour me construire et pour pouvoir, aider les autres par la suite. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ça a été, comme je le dis souvent, ça a été, le plus gros challenge de ma vie, mais aussi ma plus grosse opportunité. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, j'en C'est marrant, toutes les similarités. Donc ouais, vous l'avez compris, hein, Corentin, c'est la première fois que j'ai un invité du podcast qui me ressemble autant. Donc un ancien anxieux qui a guéri. Donc maintenant, si vous vouliez une deuxième preuve qu'on peut guérir, vous l'avez. Et donc, bah, je voulais absolument faire ce podcast avec lui parce que je pense que beaucoup d'entre vous vous demandez bah, à quoi correspond, ça veut dire quoi d'être guéri? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est guéri? Est-ce que la vraie guérison existe, etc. Et donc avoir un deuxième avis, je pense, pour complémenter un peu ce que moi je vous dis, ça peut être vachement intéressant. Et donc, bah ouais, trop cool, merci pour cette intro. Moi, pour te répondre, parce que du coup, je n'ai même pas répondu à l'intro qu'on a fait même en off. Euh, Moi, j'ai à peu près la même histoire que toi. Moi, ça s'est fait un peu différemment. C'est à 22 ans, moi, que j'ai eu mon premier, que mon trouble anxieux s'est déclaré. Moi, ça a été après un bad trip avec une drogue. Et donc, en gros, c'était pas seulement un bad trip, c'est qu'en gros, j'étais sous effet de shit. Donc, ouais, pas très bonne idée. Mais en fait, en même temps que j'étais sous l'effet de ça, j'ai mon meilleur pote qui a failli mourir à côté de moi. Donc, il a fait une crise d'épilepsie, il était en train d'avaler sa langue. Heureusement, je me suis réveillé au bon moment pour le pousser sur le côté, etc. Donc, une expérience proche de la mort, sous l'effet d'une drogue. Donc, tu as vraiment le cerveau, il est en mode qu'est-ce que tu viens de me faire? Et donc, après 2 semaines d'incubation bizarre, le trouble s'est déclenché, donc de façon très vénère. Donc, t'avais de la DPDR toi aussi ou pas? totalement. Un des Ouais, plus grosse DP. gros symptômes. Un des plus gros Ouais, symptômes. clairement. Donc moi, c'était sensation de DPDR, euh, angoisse constante. C'était pas forcément une angoisse, des crises d'angoisse. J'avais plutôt des crises de non-angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'as 1 heure par jour où t'es pas anxieux. Et en mode, oh, c'est bizarre. Ah, c'est bon, je suis guéri. Alors qu'en fait, bah non. Tu vois? Et, euh, et puis voilà. Et puis après, moi, je pense que j'ai eu beaucoup plus de chance que toi parce que moi, quand ça s'est déclaré, c'était pas en 2000. Toi, c'était en 2012. Moi, c'était en 2017, 2018. Donc, pas mal d'années après, il y avait déjà eu plus d'avancées par rapport à ça. Et j'ai eu la chance un jour de tomber sur, je parle toujours de lui, The Anxiety Guy, Denis Simsek, tu dois sûrement le connaître. Bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais, ok. C'est Et toi à qui me l'as fait l'époque, découvrir. je crois qu'il avait genre 4000 abonnés sur YouTube.
Donc c'était vraiment le début, de son truc et en gros j'avais vu David Laroche aussi. Donc j'ai clairement commencé moi par David Laroche parce que je pense que ce qui a marché avec David Laroche, c'est la même chose qui a marché avec toi, c'est ce côté prise de responsabilité. Je sais pas si tu es d'accord? 100%. 100%. Je pense que David Laroche, c'est ça qu'il met en avant, tu vois? Genre, même s'il est c'est pas un expert en anxiété, même si c'est pas un expert en des sujets très pointus, il a ce point de vue très global sur la prise de responsabilité et en fait, tout commence de là, en fait. Genre, tout ce qui est les problèmes émotionnels en général, ça commence par une prise de responsabilité, tu vois? Après, c'est un espèce d'équilibre à trouver, tu vois? Mais donc, j'ai commencé David Laroche, après assez rapidement, j'ai vu Denis Simsek et puis, en fait, ces vidéos faisaient un effet, assez dingue chez moi et au début, je les regardais pour réassurance et après je me dis: «OK, bon, faut que j'aille un peu plus loin que juste la réassurance que les vidéos me procurent, donc vraiment écouter ce qu'il dit, le mettre en place» et puis c'est comme ça que perso, moi, ma guérison, elle a commencé. Après moi, ça a été en termes de timeline, faudra peut-être que tu me dises ta timeline à toi. Moi, parce qu'on me pose souvent la question, moi j'ai eu 1 an vénère, donc 1 an vraiment de gros symptômes et tout ça. Une 2e année de progrès assez, rapide et après, je suis parti aux États-Unis et là, ça a fait un gros changement d'environnement, donc ça a créé un peu une zone chaotique de 2 3 ans où je saurais pas te dire quand j'ai guéri ou pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas une, tu vois, quand tu dis c'est ça qui est traître avec l'angoisse, c'est que ça t'annonce pas que tu es guéri en mode: «C'est bon, c'est tu es guéri», tu vois? Genre ça se fait progressivement, tu t'en rends pas compte, et donc moi, ouais, quand on me demande quand est-ce que j'ai guéri, je sais qu'il y a eu un moment clé perso que je te raconte assez souvent, c'est que tu me diras après c'était quoi le centre de ton angoisse. Moi, le centre de mon angoisse, c'était la peur de faire une dépression. Donc en gros, j'avais cette peur de finir en dépression et de déprimer, de finir par me suicider, tu vois? C'était vraiment le noyau de mon angoisse, tu vois? Et donc bah, ce qui s'est fini par se passer, j'ai fait une dépression à cause du covid, à cause du confinement, donc au tout début du covid et cette dépression de 2 semaines, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais elle a un peu, brisé tout ce cercle, tout ce raisonnement que j'avais et j'ai senti vraiment le dernier coup de marteau, tu vois? À ce moment-là. Parce que ces 2 semaines de dépression se sont transformées en un mois incroyable et puis en une année, bah, clairement la meilleure année que j'ai eue. Mais voilà et après c'est suivi en fait 1 année, 2 ans où je sais pas trop quand j'ai arrêté d'être anxieux, par rapport à ça et donc voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé donc je sais pas moi ça a pris ouais, au tout, 5 ans. Toi ça a pris combien de temps du coup? Bah, 8 ans. 8 ans, 8 ans. 8 ans, ouais, donc Et toi tu as vraiment vécu le truc, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, ça a commencé tôt, moi. Enfin, tôt, par rapport à tôt, c'est dans les années quasiment 2020, moi, 2012. Il y avait pas, ouais. il y avait pas tout ça. Enfin, ou peut-être que c'était moins facile d'accéder à l'information. Donc, du coup, c'est vrai que ça a pris énormément de temps. Et peut-être aussi, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais 16 ans, ouais, 17 ans. J'avais pas du tout la conscience de tout ce qu'on évoque là. Donc, ouais, ça a pris pas mal de temps. Moi, le centre vraiment de l'anxiété, le point où enfin, toutes les peurs tournaient, c'était clairement la mort, tu vois? C'était ça. Si tu Mmh. faisais n'importe Ouais, quoi, tout était en lien avec ça. Tout venait ouais. là-dessus. Donc, ça a été un «combat» entre guillemets, de me challenger par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été en tout cas par rapport à la mort en elle-même, ça a été je sais pas si tu connais les ouvrages de Stephen Alix? Enfin, d'ailleurs même la personne Stephen Alix en lui-même. Bon, je t'inviterai, Pas du tout. je t'enverrai et lui, il parle beaucoup de ça, lui. Bon, après, il faut être ouvert, en tout cas, sur ce sujet-là. Mais la manière dont il emmène Mmh. le sujet sur la mort, ça a totalement. Donc il parle beaucoup de la mort, tu veux dire? OK, il a une vision de la mort assez unique. Ouais, ouais. Enfin, unique. En tout cas, que peu ont, en tout cas, en Europe. Mmh. Et du coup, ça m'a totalement switch, en fait, par rapport à ça. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça change de croire ce que je crois, moi, par rapport à la mort aujourd'hui, hormis me générer beaucoup d'anxiété, ou de croire ce que lui croit? Qu'au final, j'ai la preuve Mmh. ni de l'un ni de l'autre. Du coup, j'ai choisi plutôt de croire ce que lui croit et la manière dont il l'a emmené. Donc en fait, il t'a offert une alternative, c'est ça? Qui 100%. était réassurante ou pas forcément? Si tu peux nous Totalement. expliquer un peu c'est quoi l'alternative, Alors lui, il est en tout cas, dans ce qu'il explique, il y a quelque chose après, tu vois? Grosso modo, il y a un de ses Mmh. livres où il dit que justement, il est à côté donc c'était un reporter à l'époque. Il part, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Afrique, faire un reportage et il perd son frère. Son frère est avec lui à ce moment-là et il se fait tuer dans une voiture, si je ne dis pas de bêtises, dans un accident de voiture, son frère meurt. Et au travers du coup de scénarios assez, moi je vais pas te spoiler le livre et bref, après il réussit à rentrer en contact avec son frère. Lui, il expliquera beaucoup mieux que moi, je veux pas c'est pas une histoire de fantôme ou de ces choses-là, mais la manière dont il l'emmène,
tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose après. Et tu vois, de te dire que ça se stoppe pas et que ça s'arrête pas, moi, ça a switché totalement mon état d'esprit. Et il a aussi, dans un autre de ses ouvrages, fait le lien avec un ancien soldat allemand où, au Ok. travers de visions et de, je sais plus trop comment c'est emmené, il retrouve la trace de quelqu'un qui est décédé il y a des dizaines d'années, dont il ne connaissait ni le nom ni l'existence, mais il réussit petit à petit à remonter le filon et à vraiment trouver que cette personne-là existait. C'est un truc assez Hmm. incroyable. Et du coup, bref, ça a totalement switch mon état d'esprit. Et cette ouverture-là que lui m'a offerte, entre Donc une ouverture sur une sorte de réincarnation, en fait, pour dire les termes. de réincarnation. Et moi, du coup, je l'ai surtout interprété comme quoi, en fait, il y a quelque chose après. Ça s'arrête pas. Tu vois, juste le fait de se dire Hmm. que c'est pas le néant, c'est pas totalement l'inconnu, qu'il n'y a plus rien. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Après, Hmm. c'est vraiment à titre personnel, là. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé. Bah oui, je pense que tu as raison. Je pense que la peur de la mort, c'est pas vraiment une peur de la mort, c'est une peur de la Oui. possibilité qu'après la mort, il y ait quelque chose de déplaisant. Donc, soit en enfer, soit le néant, tu vois? C'est un débat, après, c'est ouais, Je chacun. pense que c'est ça que Bon, ouais. ça m'a beaucoup aidé. Et pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, moi, par contre, je l'ai très bien senti quand est-ce que l'anxiété est partie. J'ai OK. vraiment eu enfin, sur l'espace de quelques semaines, vraiment le déclic de plus avoir de symptômes et surtout, je pense encore une fois, Mmh. déclic psychologique où j'ai interprété et j'ai visualisé l'anxiété comme quelque chose de différent que ce que je voyais avant. J'avais une totale autre Mmh. perception. Et cette autre perception m'a permis de construire, comme je te disais, tu sais, tout à l'heure en off, une autre identité. Et donc, du coup, de plus Ouais. être associé à quelqu'un d'anxieux. Et en fait, ça a découlé sur le fait que. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce déclic? Comment il s'est fait, Yes, yes. Bah, en fait, à l'époque, du coup, je voyais un thérapeute. Et la seule caractéristique qu'il y avait de différente par rapport à toutes les personnes que j'avais pu voir avant lui pendant les X années que j'avais consulté, Ouais, c'est que lui avait vécu de l'anxiété. Lui était passé ouais. par ce que je passais. Donc, typiquement, c'est beaucoup plus Mmh. facile de parler à quelqu'un qui connaît son sujet, là, qui connaît ce que tu traverses. Et en fait, il m'a juste amené un jour la vision de me dire, grosso modo, que l'anxiété était là pour moi et non là contre moi, qu'elle était là pour m'aider plutôt que pour me gâcher la vie, entre guillemets. Mmh. Et juste de. En fait, il m'a juste posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça te coûte de changer la vision que tu as de l'anxiété et de la voir plutôt comme une amie plutôt que comme quelqu'un qui te veut du mal. Alors, j'ai vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à la visualiser comme ça. Tant c'est, si tu le sais, c'est un handicap dans la vie de tous les jours quand tu ne le maîtrises pas. Au Mmh. final, je l'ai quand même laissé cette idée germer. Ouais, tu planté une graine, quoi. Mais clairement, je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Et donc, j'ai passé les semaines à vraiment me focaliser et à être axé que, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, de tout accepter. Symptômes, anxiété, pensées qui étaient là, tout accepter, de me dire, OK, en fait, si c'est là, c'est pour une bonne raison. Elle n'est pas là pour me gâcher la vie, c'est là pour m'emmener un message. En fait, aujourd'hui, enfin, je m'en suis servi comme boussole, tu vois, réellement. Et aujourd'hui encore, quand ça vient comme quelque chose qui veut me driver, qui veut me dire, attention, tu n'étais pas au bon endroit, tu fais peut-être pas les bonnes choses. Et Mmh. sincèrement, rien que ce switch psychologique, ça m'a permis de m'en sortir. Ça a été en tout cas pour moi la plus grosse clé. Ça m'a permis de me construire une Ouais. identité. Bah, ça fait sens parce que, quand tu peux vraiment réaliser ce truc-là, que l'anxiété te veut du bien, ça retire quasiment instantanément, l'envie de la faire partir. Et puis, bah, tu le sais très bien, ce qui alimente un trouble anxieux, c'est l'envie de faire partir les émotions, sensations et pensées inconfortables. Donc, pour moi, ouais, ça fait clairement sens, tu vois? Ça fait clairement sens. Ouais, c'est ça, totalement. À partir du moment où je suis rentré dans l'acceptation, que ce soit de l'anxiété, des symptômes, des émotions qui étaient liées à ce que, au final, l'état d'anxiété m'emmenait, ça a été un changement absolument exceptionnel. Et maintenant, Ouais, justement, toi, cette acceptation, tu l'as fait via ce truc-là, de que c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, quoi. je trouve que ça me coûtait absolument rien de prendre quelques semaines, quelques mois à essayer d'avoir cet état d'esprit. Tu vois. J'avais passé Ouais, 10 ans ouais. à être en mode combat, 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 faut que tu la battes, faut que tu la battes. Alors je me suis dit, en fait, ça fait 10 ans que tu as le même schéma, ça fonctionne pas, essaye un autre schéma. Et c'est ça qui m'a. Ouais, ça m'a sauvé la vie. Putain, elle est Ça m'a super sauvé. intéressante cette clé que tu donnes. OK. Parce que j'essaie ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on va se rendre compte qu'on a accompli le même objectif, mais peut-être pas forcément de la même façon. Je trouve ça hyper puissant parce que ça donne encore plus d'outils aux gens qui écoutent. Moi, c'est plutôt une histoire de en fait, il y a quand même eu ce gros moment, tu vois, déclic quand j'ai fait cette fameuse dépression.
Mmh. où en gros, j'ai ressenti ce truc-là un peu du jour au lendemain, tu vois, enfin plutôt du mois au lendemain, on va dire, je sais pas comment dire, mais de liberté émotionnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par liberté émotionnelle. En gros, cette façon de peu importe ce que je peux ressentir, c'est pas un problème, tu vois? Bien ou mal, tu vois? Et je ressentais ce truc-là. En mode là, en fait, je me rappelle parfaitement de cette impression où, j'étais revenu du coup de ce mois en France, là où j'avais fait ma dépression parce que j'étais confiné. Je revenais finir mes études aux États-Unis et puis je me rappelle être sur la route pour rentrer chez moi et me dire: «Putain, mais donc là, je crois clairement que depuis que je suis parti d'ici, il y a un truc qui est différent» et cette chose qui est différente, c'est, bah, là, j'ai pas peur de re-être anxieux, en fait. C'est pas en mode je suis persuadé de ne plus jamais l'être, c'est que je suis en mode: «Bah, vas-y, au pire, tu l'es et tant pis», tu vois? Si ça arrive, exactement. Sur la conclusion, je te Et rejoins totalement. ouais, genre, c'est un truc que je parle beaucoup, on va le rappeler encore, l'objectif quand tu veux guérir de l'angoisse, c'est pas d'arriver à un stade où tu es capable de ne plus éprouver d'angoisse. L'objectif, c'est ce qu'on appelle la liberté émotionnelle, donc la capacité de vivre n'importe quelle émotion, positive, neutre ou négative, bizarre aussi ou claire, mais ne pas la psychiatriser, tu vois? Et après de ce moment-là, il y a plus d'essence qui est mise dans le réservoir. Moi, je vois vraiment la chose comme ça, je sais pas comment toi tu les vois. Moi, maintenant, je vois vraiment à quel point l'angoisse, il faut le faire pour avoir un trouble anxieux. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie dans le truc. Mmh. C'est pas un truc qui arrive comme ça, du jour enfin, malgré toi ou pour moi, il faut le faire, tu vois? 100% Il d'accord. faut vraiment, c'est comme si tu vois, tu avais un grand réservoir, tu vois? Et tu avais genre 20, bah, du coup 22 robinets, qui coulaient et qui, remplissaient le réservoir, tu vois? Et donc juste cette idée de les fermer l'un après l'autre, tu vois? C'était une fois que tu les as fermés, genre tu peux pas, même si tu le veux, les réallumer, tu vois? Genre c'est ça qui donne un peu cet aspect de: «Ah c'est bon, c'est une guérison définitive». Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens et je pense que toi et moi, on a dû passer par ces phases-là où, tu sais, les fausses guérisons, les moments où tu penses que tu as guéri, Mmh. mais il y a toujours une rechute derrière. Et même quand tu te dis: «Ah c'est bon, je suis guéri», tu en es pas vraiment persuadé. Tu es en mode: «Ah mais je suis jamais à l'abri d'une rechute». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Totalement ce que tu veux dire. Ça, je pense que, en tout cas, dans mon propre cas personnel, c'est, dès que je changeais, par exemple, tu vois, de professionnel parce que, pour le coup, j'ai toujours été accompagné, parce que, bon, ça, j'ai eu la chance d'avoir des Mmh. parents qui m'ont toujours dit: «Si ça va pas, il faut trouver des solutions». Donc pour le coup, j'ai toujours eu la chance d'être accompagné et ça a été un truc où chaque fois que j'allais Tu veux voir dire avoir un suivi par un thérapeute? Ouais, ouais et à chaque fois que j'allais voir un nouveau qui est que ça. thérapeute, j'avais, toujours, tu sais, une nouvelle approche. Et tu as l'impression que par la nouveauté, tu te dis: «Tain, j'ai enfin trouvé le truc, j'ai enfin trouvé le bon point» et le souci, c'est que ce que je me suis rendu compte, en plus, il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'à chaque fois, on m'apportait, tu vois, des «solutions» entre guillemets, une vision extérieure à moi et ce qui m'a guéri, c'est de comprendre que c'était intérieur. C'était juste moi, en fait et c'est ça, en fait, qui a tout switché. C'est que ce qui joue, au final, c'est pas les événements que tu vis ou tout ce qui peut se passer dans ta vie, c'est réellement l'interprétation que tu en fais et ce qui est magique avec ça, c'est Exactement. que tu as le choix de switcher et de changer d'interprétation. Plus tu évolues, plus tu as une carte du monde qui s'agrandit, donc plus tu peux changer d'interprétation et c'est ça clairement qui, même aujourd'hui, m'aide encore sur mais je suppose que toi aussi, sur plein de points, des choses que il y a 10 ans te challengeaient, aujourd'hui, tu as le recul et tu te dis: «En fait, je comprends» et du coup, tu peux changer et ça a moins d'impact et je pense que Mmh. c'est ce qui m'a permis aussi de plus être sous l'influence de l'anxiété aujourd'hui. C'est que Mmh. dès qu'il y a quelque chose qui me challenge, je sais que c'est pas la chose qui me challenge en elle-même, c'est pas l'événement ou la situation qui me challenge en elle-même, c'est la vision que je lui apporte. Et le fait de me dire: Mmh. «OK, pose-toi 5 minutes, pose-toi 10 minutes, pose-toi une semaine si tu veux pour essayer de voir, mmh, la situation sous un autre angle», ça me en toute honnêteté, c'est le plus gros super pouvoir qu'on peut avoir. Qu'on n'est pas obligé d'être Mmh. aligné qu'à une seule vision fixe et c'est ce qui m'a permis du coup de switcher, de totalement en sortir. Je sais pas si tu vois? Mmh et j'imagine que tu as dû faire un travail, peut-être que je me trompe, mais j'essaie de m'imaginer quand il t'a dit ton thérapeute essaie de changer ton interprétation et de voir ça comme un truc positif plutôt que négatif. Mmh. Il t'a posé une question qui, je pense, t'a permis de faire ce processus et qui t'a demandé: «Qu'est-ce que ça te coûte de changer de vision?» Exact. Et du coup, j'imagine que tu as dû trouver, en effet, que changer de vision, si tu le faisais pas, c'était parce qu'en fait, ça te coûtait quelque chose de changer de vision et donc que ça t'apportait quelque chose d'avoir cette vision que tu as. Je me trompe ou pas?
Alors effectivement, c'est exactement la question qu'il m'a posée. En toute honnêteté, quand il m'a posé cette question, heu, moi en tout alors peut-être inconsciemment, mais en tout cas consciemment, je m'étais même pas dit qu'il était possible de voir l'anxiété d'une manière différente. Parce que juste pour te Mmh. mettre dans le à cette époque-là, j'avais, 23-24 ans. Bon, même si ça fait, pas si longtemps que ça et j'avais pas toute, l'ouverture d'esprit que je peux avoir aujourd'hui, toutes les connaissances que je peux avoir aujourd'hui sur le dev perso et tout ça. Donc à ce moment-là, quand il m'a posé la question, sincèrement, pour moi, j'avais même pas l'idée qu'il pouvait avoir une que je pouvais voir l'anxiété d'une manière différente. Et c'est pour ça que c'était Mmh. très challengeant. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça m'a ouvert justement sur le fait que, OK, en fait, peu importe la situation, l'événement que tu vis, tu as le choix. C'est pas facile, mais tu as toujours le choix. Mmh. Parce que moi, je sais que, cette news-là, on me l'avait donnée, je pense que je l'ai pas explorée, tu vois? Parce que on m'a dit ça, on m'a dit: «Oui, tu peux interpréter la chose de façon, différente ou quoi». Mais, je sais pas, c'est pas ça qui m'a aidé perso. En fait, je m'y suis pas, penché assez. J'aurais peut-être dû. Moi, j'y suis allé plutôt dans le chemin du lâcher prise, vraiment le vrai lâcher prise dans le sens où genre et c'est encore le cas aujourd'hui maintenant, moi, ça a été un véritable effort pour te dire mon activité de coaching. Je sais pas si c'est le cas avec toi. C'est intéressant de voir, c'est que moi, j'ai dû rétro-ingénierer pourquoi j'étais guéri, tu vois? Parce que justement, quand je dis il y a eu 2 ans où je sais pas quand l'anxiété a disparu, c'est parce que je ne sais pas, en fait et je ne m'en foutais de savoir, justement et genre, du coup, j'ai dû faire ce travail inverse de me dire: «OK, pourquoi j'ai guéri, en fait?» tu vois? Et c'est là, enfin, réflexion que, bah, j'ai remarqué, oui, il y avait le contrôle, la réassurance, la certitude, les 3 choses que je faisais, qui servaient un peu comme les 3 seules choses qui, en fait, alimentent l'angoisse, tu vois? Et donc j'ai un peu rétro-ingénieré la chose, mais même là, aujourd'hui, tu vois, genre, je sais que ma méthode que je dis, la méthode nécessaire et tout ça, elle marche parce qu'elle fait comprendre le truc, mais qu'en fait, c'est 10% du truc, tu vois? Et Mmh. tout le reste, c'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui décides, ça se fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. il y a une part de contrôle qu'on a évidemment, une part de responsabilité qui est majeure en vérité, tu vois? Genre, quand tu es habitué à aller sur internet, quand tu es habitué, à faire des recherches d'infos excessives, quand tu es habitué à faire tes rendez-vous chez le médecin excessivement, quand tu as des outils de prévention et de gestion de l'angoisse, quand tu te plains, quand tu fais de la gratification spontanée, quand tu as plein de compléments alimentaires, genre, vas-y pour changer tout ça, c'est un sacré effort, tu vois? Et tu as l'impression que tu dois changer toute ta vie, tu vois? Au vouloir, je suis Mais d'accord. donc tu changes ça. OK, donc les mécanismes physiques, c'est bête et méchant, tu arrêtes et point barre, tu vois? Et donc ça, clairement, c'est ce que je dis à mes coachés, tu vois? Genre, commence par les mécanismes physiques, tu vois? C'est facile, c'est bête et méchant, c'est chiant parce que faut tu as un obstacle qui est la compulsion de quand même agir, donc tu dois voir de quoi je parle, tu sais? Quand tu sais que tu dois arrêter un mécanisme comme googler tes symptômes, tu Mmh. sais que tu peux avoir toute l'envie de le faire. L'obstacle que tu vas rencontrer, c'est que on a tous un seuil de réactivité, donc en gros, une intensité d'angoisse qui fait qu'on même si on sait qu'on ne devrait pas le faire, on le fait quand même, tu vois? Et donc cette fameuse compulsion qui émerge de me dire: «Ah là, je vais trop mal, il faut que je fasse quelque chose». Donc c'est un peu la difficulté par rapport au mécanisme physique. Mais une fois que tu surmontes ces difficultés-là, tu y arrives et là, tu enlèves une énorme partie de ton angoisse, tu vois? Et après, il y a les mécanismes cognitifs, tu vois? Et là, les mécanismes cognitifs, donc moi, j'en parle pas mal, donc c'est tout ce qui va être, par exemple, le listing de réassurance. Donc par exemple, se faire des listes mentales dans la tête qui nous réassurent de notre peur. Tu vois? Donc par exemple, toi, ce que tu as dû faire à un moment, j'imagine, c'est que tu as dû dire: «J'ai peur qu'après la vie et le néant» et après tu te dis: «Donc je vais commencer à me faire une liste de choses qui prouveraient l'inverse». Donc tu vas dire: «Oui, mais là, il y a une preuve que la réincarnation existe, ou là, il y a une preuve que le paradis existe» et en fait, le fait de rentrer dans ce délire-là, après tu vas forcément tomber sur, l'alternative inverse en mode: «Ouais, mais peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que non» et là, dans ce cas, c'est dans ta tête, c'est la guerre, tu vois? Tu sais pas à qui croire et tout. Donc moi, j'ai remarqué ces mécanismes-là, tu vois? J'avais aussi remarqué le mécanisme de crystal bowling, donc en gros, juste le fait de prédire le futur. Maintenant, je prédis plus le futur, c'est pas un truc que je fais, je sais pas toi, tu vois? Et donc ces mécanismes physiques, cognitifs, ils ont été plus évasifs et plus difficiles, je pense, à identifier, tu vois? Et à arrêter et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a pris 2 ans où je savais pas Mmh. trop quand j'étais anxieux ou pas, parce que je devais avoir quelques mécanismes cognitifs qui s'activaient justement dans quelques situations, tu vois? Mais qui s'activaient quand même et donc avec le temps, j'ai fini par les déceler et heu et voilà et au bout d'un moment il n'y a qu'une quantité finie de mécanismes qui peuvent alimenter ton angoisse, bah, au bout d'un moment, tu as plus rien, quoi. Non, tu Ouais, as c'est juste, ça. épuisé toutes les façons d'être anxieux
Et donc moi, c'est un peu ça, tu vois, la méthode que j'ai fait, c'est que j'ai un peu fait tous les mécanismes qui m'alimentaient mon angoisse au point où je les connais tous maintenant et donc je sais quoi ne pas faire. Tu vois, c'est un peu moi et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a pris plus de temps entre guillemets que toi. Même si toi, je pense que bah, en soi, tu as souffert plus longtemps l'angoisse, donc tu as dû comprendre ces choses-là aussi avant. Mais ouais, je trouve ça intéressant de voir les deux, nos deux déclics, quoi. Totalement, totalement. Surtout que je pense qu'encore une fois, il y a plusieurs chemins pour arriver au bon endroit. Et si toi, ça t'a aidé et ça t'a permis de t'en sortir, ça veut dire que ça fonctionne. Donc c'est hyper... Mm. ouais, ça prouve qu'il n'y a pas qu'une seule manière de s'en sortir. Et même, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est salvateur de se dire, OK, c'est une méthode qui fonctionne pas, il y a peut-être une autre qui peut m'aider. Donc ça, c'est très, très cool. Mm. Bon, pour en revenir... J'aime beaucoup cette idée, moi. J'aime beaucoup cette idée que oui, on peut y arriver, mais c'est pas juste qu'on peut y arriver, c'est qu'il y a un milliard de façons d'y arriver, tu vois. C'est ça, je pense, on est tous différents. Donc chacun aura son propre chemin. Et encore une fois, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui font que tu y arrives. Et tout ce qui t'a aidé à toi ne va pas forcément aider Pierre-Paul ou Jacques. Et tout ce qui m'a aidé à moi ne va pas forcément aider Pierre-Paul ou Jacques. Peut-être euh, que de brefs points de ce qui moi m'a aidé, de brefs Mm. points de ce qui toi t'a aidé, vont faire la méthode totale pour Pierre-Paul ou Jacques, encore une fois. Donc, ouais, je pense Bah, que je pense qu'en fait, moi, je pense, j'ai un avis peut-être nuancé par rapport à toi, par rapport à ça. Moi, je pense que en vérité, ce qui t'a aidé toi m'a aidé moi, c'est la même chose. mm, C'est juste que justement, c'est en regardant nos méthodes qu'on peut comprendre c'est quoi le point commun entre ces méthodes-là. Et je pense qu'en fait, c'est la même chose qui guérit tout le monde. C'est juste que pour arriver à cette même chose, il y mm, a différentes façons de le voir. Moi, c'est un peu la façon dont je le vois, tu vois. Genre, 100%. j'ai détesté cette façon que les gens avaient de dire oui, mais c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça marchera pas pour autrui. C'est pas parce que moi j'ai guéri comme ça que ça marchera pour toi, etc. Moi, j'ai un background très scientifique, tu vois. J'étais ingénieur et tout, et cette façon Mm, de penser ne fait aucun sens pour moi. D'un complètement. point de vue purement logique, elle ne fait aucun sens. On a tous le même cerveau, on a tous les mêmes mécanismes cognitifs, neuronaux, on a tous la même chose, on a tous les mêmes symptômes. C'est pas pour rien qu'on a tous les mêmes symptômes alors qu'on habite à 2 milliards de kilomètres l'un de l'autre. Genre, non, pour moi, cette quote est fausse. Tout le monde l'a dit parce qu'on l'a entendu autre part. Non, pour moi, peut-être pas 100%, mais pour moi, 80% des causes des maladies que tu as. Comment faudrait tourner ça? En fait, pour moi, si deux personnes ont le même problème, et bah 80% des causes va être commune aux deux, en fait. Tu vois? Il y aura peut-être 20% qui va changer, donc forcément, les gens ont des espérances de vie différentes et tout ça, mais moi, je reste encore aujourd'hui persuadé que c'est la même chose qui guérit les mêmes gens, en majorité, tu vois? On est de manière différente. Et je Mm, mm, mm. et je sais pas, et j'ai toujours été un peu fasciné par cette chose-là. Moi, je pense que ça part aussi d'une tendance que les gens ont à vouloir être uniques, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent très mal au développement personnel, hein. Je sais pas si tu as vu cette expérience-là, mais il y a des gens qui, quand tu leur parles de développement personnel, ils sont en mode: «Non mais arrête», ils le prennent très, très mal l'idée qu'ils peuvent, avoir les mêmes problèmes que les autres et donc les mêmes solutions que les autres parce que du coup ça porte atteinte à leur envie d'être unique, tu vois? Et 100%. ça, j'ai toujours trouvé ça hyper bizarre, tu vois? Donc pour moi, oui, c'est plutôt une histoire de OK, je pense qu'il y a la même chose qui est là, il faut juste la trouver de différents angles, je pense, tu vois? Et peut-être Exactement. qu'il y a des choses qui résonnent plus que d'autres. Tu dis? Non, non, ça fait totalement sens, le besoin d'être unique. Je l'ai eu. En toute honnêteté, si je l'accepte aujourd'hui, je l'ai eu pendant très longtemps. Et là, enfin, il y a quelques temps, j'ai compris pourquoi. Parce que du coup, je suis encore accompagné par un de mes mentors là. Je trouve que c'est incroyable. Il y a 4 besoins fondamentaux que j'ai compris pour tous les êtres humains. Je pense que tu les connais: le besoin d'appartenance, Mmh. le besoin d'importance, de se développer et le besoin de sécurité. Et c'est vrai C'est un que peu lié à la pyramide de Maslow, non? exactement ça. Alors, c'est Ouais, c'est totalement la ça. pyramide de Maslow, mais du coup, amené, enfin, parce que ça commence à dater un peu, donc ça a été forcément retravaillé, Mmh. redéveloppé au fur et à mesure des Ouais, années. ouais. Mais c'est totalement ça. Et franchement, de ce qu'il dit, en tout cas, dans l'accompagnement que j'ai là, que je suis, c'est que réellement, tout besoin, toute peur est relié à ça. Et quand tu comprends ça, Mmh. c'est assez incroyable. Même, tu vois, le besoin d'être unique, c'est ce besoin d'être important, de se sentir important. Et donc, effectivement, si on te dit t'es commun, c'est comme les autres, et forcément, ça te descend ton besoin d'importance. Et je pense que justement, quand tu es anxieux
tu as tellement l'impression d'être perdu et que tu as ce besoin de quand même te sentir un peu exister, beaucoup exister même. Ouais. Et Bah c'est ouais, pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui, inconsciemment, je dis pas consciemment, mais inconsciemment, ne veulent pas se sortir de l'anxiété parce que ça amène une certaine bien sûr. tension. Et ça, je l'ai compris Ah, bien aussi sûr. il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps que ça, non, au final. Et parce que, je sais pas toi, au début, moi, j'avais aussi le syndrome du sauveur, entre guillemets, de jouer aider tout le monde. Je sais à quel point ce que tu vis, ça peut être challengeant, Ouais. mais tout Ouais. le monde ne veut pas s'en sortir. Et ça, Ah, bien sûr que non. il faut l'accepter. Mais quand j'ai compris qu'il y avait ton approche scientifique, moi, je la trouve hyper intéressante parce que ça peut combler vachement tout ce que moi, je peux. Moi, j'ai toujours été sur Mmh. ouais, tout ce qui était plus développement personnel, spiritualité, tu vois, sans forcément aller dans l'extrême, mais plus cette, Au Levo. voilà, Ouais. plus cette approche-là. Et je trouve que les deux mondes peuvent se compléter et même se valider l'un l'autre de manière. Ouais. Donc, Mais justement, tu vois, moi, ça a été un point faible pour moi pendant longtemps, ma façon de penser très scientifique. Justement, je pensais que c'était une force, que le besoin de chercher tout comprendre, ça allait m'aider, tu vois? Et en fait, c'est plus j'ai lâché prise de tout ça, plus j'ai commencé à avoir des gros résultats, tu vois? Et justement, je me suis rapproché de ce que tu dis, au level, tu vois? Ce truc de pas besoin de connaître tout exactement, tu vois? Mais et c'est ça que moi, ma méthode, tu vois, je sais que ma méthode, elle est donc la méthode TCR et tout que je prends, je le dis toujours, c'est une étape intermédiaire. Parce qu'après, il y a une étape d'après qui est: OK, tu as essayé la méthode contrôlée, donc on tu t'apprends à ne plus contrôler, mais tu contrôles quand même ce fait de ne plus contrôler. Et en fait, les gens, ils pensent que oui, j'ai 22 mécanismes, donc il faut que j'arrête les 22 mécanismes un par un. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que tu vas essayer d'arrêter un mécanisme, puis un deuxième, puis un troisième, et cetera. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre le truc. Tu vas comprendre que c'est toujours la même chose. D'accord? Et donc, du coup, tu vas plus être en mode: «Ah, il faut que j'arrive à connaître par cœur tout type de mécanisme que je pourrais avoir». Tu es en mode: «Mais en fait, c'est toujours la même chose». C'est littéralement toujours la même chose qui se passe. C'est que je ressens une émotion que je voudrais pas ressentir, je veux la faire partir maintenant, et du coup, je fais quelque chose pour qu'elle parte maintenant, tu vois? Genre, c'est d'une facilité à ton nom. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, bah, ça devient très haut level. Et là, le moment où je suis maintenant, tu vois, c'est très high level comme toi. C'est un état d'esprit pas très palpable, tu vois, une impression que j'ai, un truc que tu ne peux pas forcément décrire. Tu vois ce que je veux dire? Un truc où tu es en mode, bah, voilà, j'ai ressenti la sensation de ressentir une peur, vouloir qu'elle parte, et de dire, bah, en fait, si tu renonces, même si ça paraît hyper bizarre, à l'idée que ça parte tout de suite, bah, ça va vite, beaucoup plus vite partir, du coup, paradoxalement, tu vois? Et du coup, j'applique ça à tout maintenant, tu vois? Genre, 100%. L'acceptation. Il y a une phrase là que quand même mes mentors a dit et qui, je sais pas pourquoi ça m'a fait un déclic, où il dit: «La douleur est obligatoire, la souffrance est optionnelle». Dans le sens où quand tu vis quelque mmh, chose, tu as une ouais, émotion qui va forcément être attrait à ce que tu vas pouvoir vivre. Ça, c'est obligatoire. Forcément, ta perception va générer en toi un ressenti. Par contre, le fait mmh, de rester dans ce ressenti, ça, c'est ton choix. En plus, je l'avais lu, toi, si du coup, ça va mmh, se parler de manière scientifique. J'avais lu qu'une émotion durait en moyenne 10 minutes. En moyenne. ouais, 12 Et minutes, que j'ai vu, si, ouais. voilà. Et que si elle Ouais, c'est dépassait les ça. 10 minutes, du coup, c'est toi qui l'entretiens. Et Mmh. quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, waouh, on est les propres moteurs de notre mal-être ou de notre bien-être. Évidemment. Et donc, du coup, Ouais. ça en lien avec la phrase qu'il a dite. Et c'est encore une fois, je le dis à beaucoup de personnes, que ce soit dans les lives ou même sur les coachings one-one, c'est très challengeant parce que tu te rends compte qu'en fait, mais en fait, ça peut remettre vraiment en cause toute la manière dont tu pensais, ce qui pouvait être vrai ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu ancres ça et où tu comprends ça, pour moi, il y a vraiment la sensation de: «OK, en fait, je reprends le pouvoir et le contrôle sur qui je suis, sur ce que je veux, où je veux aller, sur la manière dont je vis». Parce qu'en fait, une fois que tu comprends ça et que tu implémentes ça dans ta vie de tous les jours, ça te laisse le choix pour tout. Tu es plus, hem, tu es moins, «victime» entre guillemets des événements extérieurs. Parce que du coup, tu as le choix. Tu sais que l'événement, il est là, ça, tu peux pas le contrôler, c'est Mmh. pas ton pouvoir. Par contre, tu as le choix du coup, de gérer ce que tu vas faire de cet événement-là. Et ça a été, même encore aujourd'hui, hein, que ce soit sur la partie, familiale, amoureuse, sur la partie business, ça peut s'axer sur tous les domaines de ta vie. Et cet état d'esprit-là, comme tu l'as dit, je pense qu'il est pas palpable et il est pas forcément explicable, mais une fois que tu arrives dans cette maîtrise-là, Mmh. j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'ouvre après, sincèrement. Ouais, c'est un peu cette, clé passe-partout, tu vois? Genre que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation. Mais du coup, tu parles souvent de ton mentor. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce
cette relation que tu as avec encore un mentor maintenant qui t'aide à encore progresser? Bah, après, alors du coup, moi, ce que j'appelle les mentors, c'est les personnes qui m'inspirent et que je suis au quotidien. Donc typiquement, tu vois, pour moi, David Laroche, c'est D'accord. des mentors sur tout ce qui est accès, développement Mhm. personnel, gestion des émotions, tout ça. Et là, du coup, c'est un avec qui j'ai la chance de travailler aussi. C'est Max Piccini, je suppose que tu vas connaître aussi peut-être de nom. Alors lui, Ah oui, ouais, il a plus un axe, bon, lui, très, très business, là, business. dans Ouais, son travail. ouais. Mais il a quand même, en fait, avant d'arriver à cet axe-là business, il a forcément eu une transformation de lui-même. Et quand tu vois Ah son bah histoire de là évidemment. où il est parti, de là où il en est aujourd'hui, voilà. Et donc du coup, le fait de le côtoyer au quotidien, sa manière de penser, et franchement, ça fait un peu plus d'un an que je suis avec lui maintenant, et j'ai level up à un niveau et où ça où je Par rapport à l'anxiété ou en dehors de l'anxiété, par rapport à ton développement hors anxiété? vraiment en termes de développement. Moi-même, c'était plus, tu vois, là, sur la gestion des émotions où j'ai été plus challengé que sur l'anxiété en elle-même. Hmm. L'anxiété en elle-même, c'est totalement OK. C'était plus justement sur la gestion des émotions. Oui, L'acceptation aussi des émotions, de certaines émotions, que ce soit la colère, que ce soit, tu vois, toutes ces choses-là. ouais, Typiquement, là, en un ouais. an, avec ça, après, j'ai refait un coaching avec peut-être que tu dois la connaître, Nathalie Martin. Là, j'ai fait un coaching en début d'année avec elle, j'avais pris un accompagnement avec elle. Elle aussi, ça a été game changer de ouf. Mais bref, tu vois, le fait d'être nourri de plusieurs identités et de prendre le meilleur de chacun. Mais lui, du coup, vraiment, Hmm. d'être avec lui au quotidien, c'est inouï. Franchement, Tu travailles avec lui, du coup, tu as la chance de travailler avec lui, ouais. vous êtes business partner ou c'est juste. Ouais, Ok. Ah bah, non, je stylé. travaille avec lui au sein de sa structure à lui. Au sein de sa Ok, cool. Ah bah, c'est trop bien. Tu dois t'éclater. Là, tu es dans un environnement où vraiment c'est. Ouais, je Ouais, mesure la chance que j'ai, je vais pas me plaindre. Je mesure réellement la chance. ouais. Alors, Ah, c'est bien. c'est incroyable. Vraiment, c'est bon. Ouais, c'est marrant parce que je pense que là, on va avoir une nuance entre nos façons de voir les choses. Moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté justement le développement personnel. Ok, intéressant. En fait, je suis allé très deep, tu vois, très très deep. Moi, je suis allé, pour te dire, en fait, pendant ces 2 dernières années où je guérissais, où je sentais que je guérissais, ce qui a un peu alimenté cette fin de guérison, c'était j'ai été confronté à c'est très spirituel, mais c'est plus une histoire de c'est plus scientifique que spirituel parce que c'est quand même une science qui a été prouvée, c'est tout ce qui est pleine conscience. En gros, j'ai commencé moi à la base en tant qu'entrepreneur en voulant créer une application de méditation. Donc à la base, moi je ne suis pas du tout faire TikTok. C'est la vie qui m'a guidé sur ce chemin-là. Moi, je voulais aider les gens qui ont vécu un peu ce que j'ai vécu moi. Et pour moi, j'avais qu'un talent, c'est le coding. Donc je me dis, bah vas-y, je vais faire ça avec ce que je sais faire, tu vois. Et après, la vie a fait ce qu'elle a fait et c'est devenu ce que c'est devenu. Mais du coup, en faisant cette application, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient 15, 20 ans d'expérience en méditation de pleine conscience. Donc des gens qui méditent tous les jours depuis 15, 20 ans, tu vois, qui ont une discipline de malade. Et donc forcément, il y a une science qui est avérée, c'est que le cerveau se développe le mieux quand il est dans un silence. Tu comprends les choses quand tu crées du silence dans ton cerveau. Et donc la pratique de respiration, de la pleine conscience, crée ce silence qui permet du coup de trouver des idées. Et ce qui est incroyable, c'est que toutes les personnes, même s'ils sont à l'autre bout du monde, qui pratiquent la même discipline qu'est la pratique de pleine conscience, trouvent les mêmes idées. Et ça, je trouve ça mais incroyable. Je trouve ça incroyable, tu vois. Revient à ce qu'on disait tout à l'heure de il y a une vérité, tu vois. Et en fait, n'importe qui peut l'accéder juste de différentes façons, tu vois. Et genre, par exemple, par rapport à la spiritualité, pour te donner un exemple très concret, par rapport à la spiritualité, toutes les personnes qui pratiquent de manière régulière de la pleine conscience, donc moi y compris, même si du coup maintenant j'ai arrêté, tu vois, ont la même vision de ce qui vient après la mort, qui est, en fait, toute cette histoire de vie humaine, c'est on est des êtres spirituels qui ont choisi de vivre une expérience humaine. Donc c'est comme un jeu où en gros, t'es quelqu'un de spirituel, tu veux vivre comme un jeu, tu vois. Tu te lances un film ou tu te lances une vie, tu choisis tes parents, tu choisis les traumas que tu vas avoir, tu choisis les difficultés que tu veux surmonter. Et du coup, tu choisis ces difficultés. Pourquoi? Parce que c'est ces difficultés-là qui vont te permettre de développer des compétences, qui vont te permettre du coup d'aider les gens. Et c'est ça le rôle de la vie. C'est de faire une vie, de vivre des difficultés pour après aider les autres, tu vois. Et pour moi, genre, ça m'est venu, je saurais pas, pareil, je saurais pas te dire quand, mais à force de pratiquer, c'est ça qui me paraît être logique, tu vois. Et, et du coup, plein de trucs comme ça, tu vois. Plein de trucs comme ça qui a un peu chapeauté
terminer un peu ma guérison, tout ce qui est lâcher prise et tout, etc. Et donc, au bout d'un moment, je commençais vraiment à être deep et j'avais un de mes mentors, qui est encore un mentor aujourd'hui, qui me disait, ouais, vas-y, tu peux pousser encore le truc, tu peux pratiquer plus longtemps, etc. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir un désaccord avec ce mentor, où en fait, lui voulait aller toujours plus loin dans le spirituel, tu vois? Donc toujours se rapprocher de plus en plus du spirituel. Mmh. Mais c'est là où il y a un truc qui fait pas sens pour moi, tu vois? C'est que si on est en effet des esprits, enfin des êtres spirituels qui vivent des expériences humaines, on l'a choisi, tu vois? Donc pourquoi passer cette vie à vouloir comprendre la chose qu'on est à la base? Si dans tous les cas, on va y revenir dès qu'on va mourir, et cetera. On a Bien sûr. choisi d'être humain, justement. Donc, soyons humains, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui fassent justement cette pratique, donc bah, tout ce qui est les moines bouddhistes, et cetera. Eux, c'est des gens qui dédient leur vie, et ils le savent. Ils font un sacrifice ultime, tu vois? De dédier leur vie à la recherche de connaissances et au partage de cette connaissance. Du coup, pour le reste du monde, tu vois? Mais t'as pas besoin de tout connaître pour être heureux, en fait, tu vois? Genre, justement, pour moi, tu as besoin de savoir juste assez que pour comprendre le truc. Après, moi, je trouve que aller trop loin dans cette recherche de réponses, de te rapprocher de la spiritualité, en fait, c'est pas vraiment, c'est un peu gâcher le jeu, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Justement, si j'ai choisi d'être humain, alors je vais être humain, tu vois? Et je vais profiter de certaines choses qui sont humaines, qui sont matérielles. Et je trouve qu'il y a une grosse manque de nuance par rapport au matériel, où on dit que tout ce qui est matériel est mauvais. Donc, tu sais, les mouvements, minimalistes qui viennent, de gens qui vivent sans rien, full dopamine détox, et cetera. Pour moi, c'est typiquement ça, c'est que, bah, si tu as choisi d'être dans un monde matériel, pourquoi tu veux juste pas vivre dans ce monde matériel? Tu vois? Il y a des choses matérielles, tu vois? Moi, par exemple, j'adore les voitures. Mes voitures préférées, c'est le Ford Mustang. J'adorerais me payer une Ford Mustang un jour. C'est une passion pour moi, tu vois? J'ai la peinture aussi, je fais la peinture de miniature, c'est du matériel, j'adore ça, tu vois? Il y a plein de trucs matériels que je trouve trop bien. Je n'ai pas beaucoup, mais je les trouve trop bien. Et de manière générale, aussi l'expérience humaine, tu vois? J'ai arrêté d'être en mode: «Je vais essayer de trouver comment ne plus éviter la souffrance, et cetera», parce que toute cette histoire avec l'anxiété m'a apporté tellement de choses, tu vois? Genre, quand je vois qui j'étais au quand j'ai déclenché mon trouble anxieux, donc j'étais étudiant ingé, j'allais commencer une vie active, travailler pour Babylone, donc genre juste, travailler pour faire gagner de l'argent à des boîtes qui, elles, vont du coup faire gagner de l'argent à ma boîte, et c'est juste ça s'arrête là, le délire, tu vois? Évidemment que j'étais en mode: «Putain, mais l'enfer». Du coup, travailler toute ma vie pour, des miettes, tu vois? Travailler surtout 40 heures par semaine, tu vois? Rentrer le soir, j'ai 2 heures de temps libre dans ma journée. Je suis en mode: «Mais, bah, c'est pas une vie, en fait», tu vois? Et l'anxiété m'a sorti de ça. L'anxiété est venue un peu comme, tu sais, un espèce de sauveur en mode: «Gros, non, tu vas pas vivre ça, viens Oui, avec moi. Bon, tu vas trinquer quelques années», voilà, «tu vas trinquer quelques années, mais t'inquiète». Et là, je vois ma vie aujourd'hui. Mec, je travaille encore là, je fais le choix de faire des coachings parce que j'aime bien. Je ferais pas des coachings, honnêtement, je pourrais vivre avec s honnêtement, hein, je mets 1 heure pour écrire mes vidéos, je mets 30 minutes pour les shooter, et après je mets 30 minutes de montage par vidéo. Donc en 3 heures, je pourrais finir ma semaine, et je pourrais vivre autant qu'avant, tu vois? Et genre, c'est grâce à l'anxiété tout ça, tu vois? C'est grâce à l'anxiété tout ça. J'ai pu récupérer du sommeil. Avant, j'avais pas de sommeil. Moi, j'ai un chronotype qui est tard, donc je peux pas vivre en me levant tôt. Mon corps est pas adapté à ça, tu vois? Genre, j'aurais pas survécu, en fait, dans le monde normal. J'aurais juste pas survécu, tu vois? Et là, le fait de voir ça, tu vois? Je me dis: «Mais, enfin, merci l'anxiété, mais à un point de malade», tu vois? Et donc du coup, je suis en mode: «Mais si je vais vivre un truc challengeant encore, je sais que ça va m'apporter une récompense à la fin», tu vois? Maintenant, je vois le truc comme ça, tu vois? Je sais, si il m'arrive un truc de merde, il y aura une récompense après. Donc pourquoi éviter? Pourquoi éviter la chose? Parce qu'au final, c'est juste une histoire de patience. Tout simplement, c'est une histoire de patience. Genre, est-ce que tu es capable d'attendre assez longtemps pour vivre la souffrance, voir ce que tu as à apprendre, et progresser? Ou alors, tu pas patient et du coup, tu veux te préparer, et cetera. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu ma vision par rapport à ce truc de développement personnel. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté le développement personnel, tu vois? Là, il y a une exception peut-être, tu vois? Et c'est peut-être là où justement je vais commencer peut-être à reprendre la méditation, et cetera. C'est par rapport à mes relations, tu vois? Et donc j'ai avec l'une des choses que l'anxiété m'a apporté, c'est une copine incroyable. Et donc on a une relation ensemble, et j'ai remarqué que j'étais pas loin d'être parfait en termes de relation, tu vois? Et que même si je le faisais pas exprès,
par ma gestion de moi qui je suis, je pouvais provoquer la souffrance chez elle. Même si c'est pas, voilà, heureusement, elle est très heureuse, mais je pourrais mieux faire, tu vois? Et donc là, OK, là, je suis prêt, tu vois, à reprendre, du développement personnel, tu vois? Mais par rapport à moi, genre, perso, moi, mon truc et mon ce que je prêche, c'est que au bout d'un moment, tu vas sentir que le développement personnel, t'en as plus besoin et que genre, il faut juste vivre la vie. La vie, c'est du développement personnel, en fait, tu vois? Et oui, forcément, des fois, tu as des phases où tu te dis: «Là, j'aurais fait du développement personnel, j'aurais pas eu ce problème-là». Je le sais, tu vois? Je sais qu'il y a des moments où j'aurais pu éviter des souffrances si j'avais plus été en mode développement personnel, tu vois? Mais en fait, à chaque fois, chaque expérience négative que je vis, elle m'apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mmh. un peu cette vision que j'ai, moi, par rapport au développement personnel. Je sais pas ce que tu en penses? Hem, Après moi je la respecte totalement. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où quand tu dis que la vie, c'est le développement personnel. Moi aujourd'hui, c'est vrai que j'axe pas la vision de développement personnel aussi carré et caricatural qu'on peut le voir partout. Je pense Mmh. que le développement personnel en lui-même n'existe pas. On a chacun son propre développement personnel. Je trouve que ça fait une OK. différence fondamentale, c'est qu'on n'a pas tous besoin des Ouais. mêmes choses au même moment, de la même manière. Et je pense juste aujourd'hui Mmh. que, en fait, moi, quand je parle vraiment de développement personnel, c'est juste que je crois qu'on peut toujours aller chercher, et encore une fois, si ça fait sens pour la personne, hein, attention, qu'on peut toujours aller chercher plus, entre guillemets, que ce qu'on est là aujourd'hui. Typiquement, il y a des choses aujourd'hui que je ne maîtrise pas, qui me challenge, et je sais que si je me développe moi-même, je pourrais en faire Mmh. une force pardon, plutôt qu'un frein. Et c'est dans ce sens-là où j'entends développement personnel. Mais encore une fois, ça peut être dans toutes D'accord. les sphères de ta vie, que ce soit de la spiritualité pure, que ce soit axé couple, que ce soit axé finance, que ce soit axé business, que ce soit axé Voilà, ouais. vie, que ce Ouais. soit axé. Moi, vraiment, pour moi, vraiment, le développement personnel, entre guillemets, ça englobe vraiment tout ce que tu vas faire dans ta vie, les 8 sphères de Mmh. vie. Je trouve que ça englobe vraiment toutes ces choses-là. Et après, il y a vraiment. J'ai jamais été très fanat de cette matière, enfin de voir la vision développement personnel comme, on peut le voir en mode scolaire. C'est ça, tu as à apprendre ça, Mmh. mets ça en place. Encore une fois, je pense que vraiment Mmh. on est tous différents, qu'on n'a pas besoin des mêmes choses amenées de la même manière. Et c'est pour ça que, pour moi, le développement personnel, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Qu'aujourd'hui, j'ai des freins, des blocages qui m'empêchent d'aller chercher des objectifs que je peux avoir sur tel ou tel domaine. Et qu'en me développant sur ces axes-là, je pourrais aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher qui fait sens pour moi. Moi, c'est vraiment comme ça Mmh. qu'aujourd'hui, je vois le dev perso. Mais encore une Et en fois. fait, je pense que la nuance doit être que tu dois voir le développement personnel comme un plaisir plutôt qu'une nécessité, Ah peut-être? oui, ah oui, ah oui, moi Ouais. en toute honnêteté, depuis que j'ai commencé avec David Laroche, je n'ai jamais vu ça comme, en plus, ouais, vraiment, pour moi, c'est, et encore une fois, je respecte, attention, mais pour moi, je trouve ça, mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut être un fardeau d'ailleurs, ou quelque chose comme tu vois, comme quelque chose qui une charge mentale ou une obligation. Moi, c'est Mmh. tellement, vraiment, ça me nourrit, je peux même faire ça pour me détendre, tu vois? Que ce soit le samedi soir, le dimanche matin, ou je peux Bah, prendre je une pense que, vidéo, ouais, du poser coup, ce qui est devant cool, et c'est développer que là-dessus. Ouais, pour moi, c'est absolument pas du je tout pense qu'on quelque a chose. trouvé du coup ensemble, ce qui est cool, c'est qu'on a je pense qu'on a trouvé la réponse ensemble. C'est que je pense que du coup, ce qui doit faire que le développement personnel devient néfaste, c'est quand il est fait par nécessité. Totalement, Mais quand il est fait par plaisir, ça n'est plus du tout genre, c'est vrai que tu as raison en fait. Tu m'as totalement. grave, je te remercie pour, ce que tu viens de dire parce que tu m'as grave, élargi ma perspective quand tu as dit que la vie était développement personnel. En effet, genre dans tout, la vie est un développement personnel, tu vois? Dans tout ce que tu fais, tu vois? C'est exactement. Genre, par exemple, moi j'adore la calisthénie, tu vois? Donc c'est un type de sport où tu fais des en gros, tu fais de la musculation, mais avec le poids de ton corps pour faire des figures assez difficiles et en effet, ça en soi, c'est un développement personnel, tu vois? Tu y vas et tu fais des nouvelles figures et du coup, tu kiffes ce progrès que tu as. L'être humain adore le progrès de manière générale, il est motivé par ça et donc en effet, quand tu vois la chose comme ça, oui, moi, c'est vrai que je pense que du coup, l'erreur que j'ai dû faire avant, c'est que j'ai dû voir le développement personnel un peu trop comme juste gérer et contrôler les émotions. Parce que je trouve que c'est un peu la façon dont c'est vendu majoritairement le développement personnel, c'est en mode: «Je vais te dire comment tu contrôleras tes émotions» et il y a des aspects qui en effet marchent, des façons dont tu peux contrôler tes émotions, même si c'est au long terme et tout. Mais du coup, ça, ce genre de développement personnel, au bout d'un moment, faut l'arrêter dans tous les cas, tu vois? Ça, c'est plutôt mon truc parce que c'est une nécessité, en fait. Si tu veux contrôler tes émotions, si tu fais quelque chose, même si c'est une pratique qui demande beaucoup d'efforts, mais si ton objectif, c'est de pas avoir à vivre des émotions, c'est que tu veux les contrôler et donc du coup, là, intrinsèquement, tu vois, c'est pas du développement personnel donc Je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup emmené comme ça, et après je pense qu'on est trop, enfin, en tout cas, sur ce mode-là, c'est trop axé marketing.
où on cherche vraiment Hmm. à vendre quelque chose d'incroyable, alors que, ouais, à mon sens, c'est pas comme ça qu'il faudrait l'emmener, mais encore une fois, c'est que de ma propre vision. Non, mais j'adore ta vision. Bah, je te Moi, en remercie tout cas, franchement quand pour cette vision. avec grand plaisir. Moi, quand je l'ai vu de cette manière-là, enfin, en toute honnêteté, ça a vraiment été dès le début d'instinct où j'ai compris que j'avais Hmm. plusieurs phases dans ma vie et que sur chaque phase, je pouvais progresser. Sauf qu'en fait, c'est pas Hmm. l'extérieur m'amène des clés, l'extérieur ne résoudra pas mes problèmes. Et donc, du coup, voilà, c'est là où je vois un travail personnel et donc un développement personnel. Mais je suis sorti de ces cases de c'est que axé comme ça, c'est que comme ci, que comme ça. Là-dessus, je te rejoins 100%. Hmm. Moi, pas du tout allié et relié avec ça. Ça fait pas du tout de sens. C'est pour ça que, encore une Hmm. fois, c'est mon propre développement personnel avec les outils dont j'ai besoin, la manière qui fait sens pour moi, pour m'aider à aller chercher ce qui, encore une fois, mes objectifs, ce qui fait sens pour moi. Le reste, tout ce qui est Hmm. trop cadré, de toute façon, j'ai jamais su le porter et je suis pas fait pour ça. Et donc, c'est pour ça que cette vision-là m'a m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment, je fais Hmm. ça sans m'en rendre, enfin, c'est vraiment d'instinct, c'est devenu une habitude et je me pose même pas la question, tu vois. Vraiment, je me pose même pas la C'est question. ça. C'est ce que j'allais dire. C'est que vraiment, tu poses pas la question, c'est que c'est naturel, t'es en flow et puis t'es good. Quand t'es en flow, en général, c'est que tu fais un truc bien. C'est ça. C'est que t'as trouvé le truc, tu vois. Bah, je te remercie du coup beaucoup pour cette petite parenthèse. J'ai envie de bouger sur une autre partie du podcast. Je pense qu'il pourrait intéresser les gens, parce que je sais que les gens qui écoutent, même si je leur dis de s'éloigner de ça, mais il faut le faire progressivement, cherchent une réassurance dans ce podcast. Et donc, je pense qu'un truc qui pourrait répondre à leurs besoins par rapport à ça, c'est que toi et moi, on dise de façon transparente les dernières fois où on a été confronté à la possibilité de l'angoisse et expliquer comment, avec ce nouveau mindset post-anxiété, on a contourné le problème et qu'on l'a résolu d'une façon bah, soit rapide, soit efficace, quoi. Ça te chauffe ou pas? 100%. Totale transparence. Tu veux commencer? Ouais. Juste question avant ça pour qu'on soit vraiment clair sur quand tu associes anxiété, est-ce que tu associes vraiment quelque chose de difficilement gérable et assez impactant ou quand tu commences à ressentir la sensation d'anxiété, même de manière hyper Bah, de toute légère? façon, ouais, pour moi, c'est vraiment quand tu sens qu'il y a eu un stress. Quand c'est lié au stress, c'est quand moi, je dirais que l'anxiété, c'est quand c'est lié à un stress qui pourrait être auto-alimenté, qui est c'est vrai que c'est difficile à gérer, mais tu vois, l'anxiété dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas, rationnel, donc c'est pas un stress comme, je sais Mmh. pas, Je vois il ce que t'arrive tu veux un dire. problème et tu dois le gérer. Un truc qui est cérébral, tu vois? C'est quand même cérébral, ça pourrait partir en couille cérébralement parlant et du coup, tu as réussi quand même en étant outil que tu as à contourner. OK, 100%. Bah, du coup, l'exemple le plus concret, c'était il y a 3 semaines, peut-être? 3 semaines. Là, je suis parti sur la côte basque. Puis du coup, moi, je suis originaire, je suis en Dordogne, entre Bordeaux et Toulouse, pour situer, ce sera beaucoup plus Ah, trop parlant. cool, OK. Et voilà, et je suis J'habitais parti. à Pau moi avant. Ah, OK, ouais, bah, effectivement, je vois. OK. Là, je suis parti une semaine sur la côte basque parce que du coup, à des villes professionnelles, parce que j'ai des connaissances qui sont Hein, là-bas, et pour changer d'air et pour faire des rencontres entrepreneurs, vraiment. Bref, hein. moi, ce qui a été le plus gros challenge pour moi dans l'anxiété, ça a toujours été de sortir de ma zone de confort. Quand je parle de zone de confort, c'était l'environnement familial, la maison familiale, enfin les Ouais. familiales, l'environnement familial, les amis, toutes ces choses-là. Et dès que je sortais, je parle en kilomètres de cette zone-là, là, c'était full incontrôlable et c'était très compliqué. Il fallait vite que je fasse demi-tour et bref. Donc là, je suis parti une semaine, cette semaine-là sur Biarritz. Et donc typiquement, tu vois, ça m'arrive de manière pas occasionnelle. Encore une fois, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la fatigue, ça dépend de plein de choses. Mais bref, là, Ouais. pour aller du coup à Biarritz, j'ai eu ce challenge, tu vois, d'avoir des pensées encore de l'ancienne identité du Corentin Mmh. anxieux, qui était du style tu vas pas te sentir bien, tu vas être trop loin, si t'arrive quelque chose, comment tu fais? Tu vois, toutes Mmh. ces pensées qui vont alimenter, du coup, potentiellement l'anxiété. Ouais. Alors effectivement, déjà, il y a la première chose, moi, qui me sauve et qui me fait ne me fait plus rebrousser chemin ou quoi que ce soit, c'est déjà de me dire que, dans un sens, c'est déjà totalement OK et que je sais pertinemment que je ne risque absolument rien. Cette pensée Mmh. c'est pas comme quand je me la disais quand j'étais anxieux ou je me la disais, de manière, en surface. Là, c'est quelque chose qui est Ouais. tellement que en fait, peu importe où En je vais fait, tu aller, y crois c'est que je sais que profondément. ça, je l'ai réellement ancré. Après, il y a typiquement des exercices, moi, qui font totalement sens. C'est, bon, déjà, ma respiration, je réaxe ma respiration.
et ça calme Ok. immédiatement mon état interne. Ça alimente pas l'anxiété. Après, il y a ma posture où je vais réussir à me retenir droit, à vraiment avoir une posture, tu vois, de confiance, entre guillemets, les yeux vers l'avant, tu vois, je vais essayer de bouger pour me détendre un petit peu. Le monologue, tu vois, là, je sais très bien maintenant identifier les pensées qu'il va y avoir et du coup, de pouvoir les contrer, tu vois, de changer en fait Mhm. ce qui alimente le, le, le- l'anxiété à la base, donc c'est les pensées, donc du coup, je les change, je les switch instantanément. Et après, le focus, du coup, sur quoi je vais me focaliser, et du coup, sur pourquoi je vais là-bas, qu'est-ce que je vais chercher, tu vois. Et en tout cas, là, c'est ce que j'utilise, c'est ces choses-là, là, ces points-là, ça passe allez, en quelques minutes, mais sincèrement, en quelques Ok. minutes. Et puis après, je repars sur une posture et une ouverture avec des émotions qui sont alliées à la joie, à l'envie, et tu vois, quelque chose de beaucoup Mhm. plus positif. Et ça marche, en tout cas pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois. À chaque fois. Et Ouais. plus l'anxiété ou le niveau d'anxiété ressenti va être, entre guillemets, intense, plus je vais mettre du focus et de l'intention sur ces biais-là. Et aussi, point important que j'ai pas mentionné, mais qui, à mon sens, a aussi de l'importance, juste, j'accepte ce qui se passe. L'anxiété est Mhm. là, elle veut me dire quelque chose, elle n'est pas là pour me faire du mal, c'est par rapport à l'ancienne identité qui a peur, du coup, juste, je l'accepte. C'est là, c'est OK, Mhm. je t'accepte, viens me dire ce que tu veux me dire, j'agis comme j'ai besoin d'agir et ça passe. Point barre. Mhm. Euh, Ce modèle-là que je fais à chaque fois et c'est ma trousse de secours. Mhm. C'est intéressant parce que c'est différent de ce que moi je fais, dans le sens où c'est même contradictoire. Et du coup, ça me fait réfléchir à un truc. En fait, moi, tu vois, ce que de base, pour moi, toute action en réaction alimente l'anxiété. Donc, quand tu me dis que tu te focuses sur ta respiration, que tu changes de posture, etc., en fait, neurologiquement, le cerveau réagit, ne comprend qu'une chose, c'est la réaction. Donc, puisque tu réagis, techniquement, ton cerveau serait en mode ah, bah, c'est important alors. Ce sujet-là de être loin de chez moi, qu'est-ce que je dois faire, c'est important. Et du coup, ça augmente le degré d'importance et le poids émotionnel de la chose. Et du coup, ça reste un sujet qui est là dans ta vie, tu vois. Et donc, moi, la méthode que moi j'utiliserais, ça serait en fait, il n'y a rien à faire. Ça fait chier, point barre. Moi, c'est vraiment ce que je me dis, tu vois. Genre, pour te dire un exemple, mais j'avais quand même de finir sur justement l'idée que tu m'as donnée, c'est que justement, moi, je me dis que une des failles peut-être dans ma méthode, c'est que puisqu'il ne faut pas faire ce contrôle, il est possible que du coup, ça devienne une pression de ne pas faire quelque chose en particulier. Et ce que j'aime beaucoup dans la dernière partie de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, que tu fasses quelque chose ou pas, ça change rien. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, dans le sens où, genre, ça va bien se passer dans tous les sens, dans tous les cas. Donc, même si tu fais la chose qu'il ne faudrait pas, ça se passera quand même bien. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Yes, 100%. Là, alors après, ça a été aussi un long travail alors, pas de conditionnement, mais de créer une identité où en fait tout est OK. Juste, c'est que le fond de ce que je fais, c'est pas pour contrer l'anxiété. C'est vraiment ça le message. Ok. Les actions que je mets en place, c'est pas pour contrer l'anxiété, c'est pour l'accueillir. Pour l'accueillir, Hmm. à vivre et qu'elle passe de manière fluide et de manière agréable, Hmm. entre guillemets. Vraiment, c'est ça que j'aurais peut-être dû commencer par dire. C'est que vraiment, je suis Parce dans que l'intention, en effet, l'intention change absolument tout, en effet. l'intention. Si je faisais ces exercices-là dans l'intention de putain, faut qu'elle s'en aille, elle me casse je vais pas dire le mot, mais elle me casse les pieds. Là, forcément, oui, en fait, elle serait que plus intense. Je fais vraiment Ouais. tout ça dans l'intention et dans la compréhension de pourquoi elle est là aussi. Comme je t'ai dit, moi, je l'ai associé et j'ai créé cette image mentale qui est hyper importante et qui, moi, m'aide tous les jours. L'anxiété, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Elle sait mieux que Hmm. moi ce qui est bon pour moi. Et quand, comme tout meilleur Hmm. ami, quand elle sent un danger, si tu n'écoutes pas ce meilleur ami, en tant que meilleur ami, il va le dire encore plus fort, de manière plus intense, jusqu'à ce que tu l'écoutes. Donc, comme tout bon meilleur ami, j'écoute ce qu'elle me dit. Et pour l'accueillir, je respire, je me tiens droit, j'écoute ce qu'elle a à me dire au travers des pensées, mais c'est pas parce que je l'écoute que je suis obligé d'être d'accord. Tu vois.
comme tout le Mmh. monde avec ton meilleur ami, c'est pas parce Oui, qu'il bien est sûr, ça, obligé d'être d'accord ça, avec ça. bien sûr, ouais. Et c'est comme ça qu'en fait que je l'emmène et que ça switch, mais en même temps, encore Ouais, une fois, tout de ce que j'ai compris au travers de mon propre développement personnel, encore une fois, tout passe beaucoup plus facilement à partir du moment où tu acceptes. Parce qu'à partir du moment où tu ouais, c'est acceptes, le plus comme important. tu dis à ce que tu dis, je suis en total lâcher prise. Ça a plus de pouvoir sur moi. Mmh. J'accepte, donc, Mmh. ok, je lâche prise. Je te laisse plus le pouvoir, entre guillemets, de me gâcher la vie, si je peux dire ça comme ça. Mais j'apprécie beaucoup ce que tu apportes du coup parce que, j'ai remarqué, tu vois, moi je suis très ouvert à ma méthode de toute façon. Je suis très ouvert au fait de la changer. Tu vois, là pour l'instant, j'ai 22 mécanismes nécessaires. Je vais sûrement en ajouter dans la liste, tu vois? Je suis toujours dans ce truc de rétro-ingénierie, comment moi j'ai guéri, donc changer ma méthode. Et en effet, un truc que j'ai remarqué, c'est certains de mes clients se mettent la pression sur ne pas employer des CCR. Et du coup, je pense que c'est ce que tu apportes est une très bonne, un très bon truc, une façon dont je pourrais encore plus les aider, même si pour moi, en fait, mes clients, quand ils me disent ça, je suis en mode, je sais que c'est chiant, mais ça va passer, tu vois? Genre, je suis un peu comme ça, moi, je suis en mode, vraiment, mais c'est parce que c'est hyper puissant qu'en fait, genre, tu pas besoin de solution, ça va se faire tout seul, tu vois? Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu plus facile qu'en effet, dire ce truc qu'en fait, même si tu fais ton mécanisme, c'est pas ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est l'intention que tu as derrière. C'est toujours Et là. si tu veux un effet, genre, si tu la vois comme une chose positive avec de la compassion envers toi-même, ça par contre, je le dis déjà, tu vois? Il faut avoir de la compassion envers toi. C'est vraiment le mot-clé, compassion. Quand tu sens que tu es pas bien, compassion envers toi-même plutôt que jugement et vouloir faire les choses différemment. Et en effet, ouais, ça crée ce truc qui est encore mieux, qui est encore plus un hack que à partir du moment où tu es comme ça, où tu vois ton anxiété comme un allié, et ben, peu importe ce que tu fais, c'est un bon truc. Donc c'est vraiment le hack, tu vois? Et ça, c'est la clé d'une bonne stratégie. C'est mon ancien mentor qui m'a dit ça. La clé d'une bonne stratégie, c'est de gagner dans tous les cas. Et donc dans ta vie, quand tu as une bonne stratégie, tu gagnes dans tous les cas, tu vois? Et ça, pour moi, c'est clairement un élément qui permet d'avoir une bonne stratégie parce que en effet, du coup, quand tu es dans ça où l'anxiété, c'est ton ami ou pas, et bah, au final, qu'elle reste un peu plus longtemps qu'elle ne parte, en fait, ça change pas énormément de choses pour toi et donc ouais, tu vas dire: «Vas-y, j'ai envie qu'elle passe plus vite, donc je vais faire un X ou Y», tu vois? Et OK, intéressant. Trop cool, bah, merci pour ça. Ouais, donc du coup, de mon côté, moi, pour, citer un exemple, du coup, où j'ai eu un potentiel élément déclencheur, bah, exemple très simple, après j'en ferai un plus élaboré. J'étais au concert de Sum 41. Tu connais ou pas le groupe Sum 41? Non, là pour le coup, pas du tout. C'est un groupe, punk rock des débuts des années 2000 qui était assez connu à l'époque OK. et en gros, ils faisaient leur dernier concert, donc c'était vraiment mon groupe préféré en plus, c'est un gros groupe qui a défini ma vie. Il y avait leur dernier concert à Paris, il y a quelques mois et du coup, on y va et c'était à la Paris Accor Arena. Donc c'est, je pense que la plus grande salle de concert d'Europe, tu vois? Donc un monde de fou, tu vois? Et j'arrive, j'y vais et puis, là, je rentre dans la salle et là, je vois qu'en effet, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans un endroit fermé et ça m'a fait drôle et il m'est arrivé une pensée qui n'était jamais arrivée dans ma tête avant et ça, c'est important, tu vois, à préciser. C'est que parfois, tu vas avoir des potentielles angoisses qui ne sont jamais arrivées dans ta tête du jour au enfin, ni avant ni d'hier, tu vois? Elles arrivent comme ça et les outils que tu as appris avant vont te permettre de la gérer. C'est pas en mode, tu dois apprendre à gérer chaque émotion. C'est qu'une fois que tu as compris le lire, tu peux tout appliquer, tu vois? Et donc, j'ai une pensée qui arrive, qui était jamais arrivée, qui était: «Putain, là, en vrai, tu es dans un endroit fermé», un peu une pensée claustrophobe en vérité. Là, tu es dans un endroit fermé. Tu sais, j'avais pris une bière, donc je pense que ça avait dû agir là-dessus. Tu es dans un endroit fermé, s'il se passe un truc, peut-être tu devrais aller prendre l'air. Tu vois? J'ai cette pensée qui est en mode là, peut-être tu devrais aller prendre l'air et cetera. Et là, en fait, j'étais en mode: «Bah mec, là, tu as un choix qui est draconien. Soit tu vas prendre l'air et t'en fais un sujet, soit juste tu fais rien et t'attends et ça passera», tu vois? Et donc, j'ai juste su sur le moment qu'il y avait une chose à pas faire, c'était pas prendre l'air, tu vois? Et donc j'ai pris l'air et c'est pas que ça a duré quelques minutes, c'est que ça a duré, 30 secondes. Tu as accepté, au final, tu accepté de ce que j'entends, tu as accepté la pensée, passer comme un flow, quoi. C'est ça. Et en fait, pour moi, il y a cet aspect renonciation qui est important, tu vois, parfois. Ce truc de tu as une tentation de faire quelque chose qui tu penses pourrait faire partir l'émotion plus vite,
Mais puisque tu sais que c'est ça le truc, que là, tu veux faire quelque chose parce que tu veux faire passer l'émotion plus vite, tu y renonces, tu vois? Et donc c'est un peu, la base de mon lancer parce que je sais que ça marche, mais ce que tu m'apportes aujourd'hui me permet de nuancer ça et de me dire qu'il faut pas non plus se mettre une trop grosse pression par rapport à ça et que peut-être que tu pourrais être sorti, tu vois. Mais si j'étais en mode, bah, je sors comme ça et j'ai accepté de toute façon le truc que ça a fait, ça aurait rien fait, tu vois. Donc, tu vois, j'essaie aussi, moi, de mon côté, de toujours remettre en cause les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, du coup, le fait que je sois pas sorti, bah, au bout d'un moment, j'ai pu penser et puis je passe à autre chose. Un autre exemple que je peux te donner, euh, un truc ouais, peut-être que tu vas vivre ça en tant que coacheur, c'est que j'ai commencé à ressentir une pression de. J'ai attendu environ. J'ai vécu 2 ans sans anxiété avant de commencer le coaching, tu vois. Donc j'ai eu une phase, tu vois, où le sujet de l'anxiété, j'y pensais une fois tous les 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Forcément, j'ai fait ça parce que justement, je voulais prendre du recul par rapport à tout ça. Et donc, je savais hein, que le fait de commencer à coacher, bah, j'allais en parler de ce truc-là. Mais moi, ça me causait pas de problème, tu vois. Même alors qu'à l'époque, j'étais anxieux, j'étais en mode putain, mais comment tu peux un jour supporter l'idée de l'anxiété, tu vois. Et j'étais en mode, bah, en vrai, je m'en fous, pas l'anxiété, ça me fait rien. Et en effet, c'est le cas, tu vois, ça me faisait rien. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je faisais des coachings avec des gens, des fois, puisque je suis hypersensible, tu vois, je ressentais de l'émotion de compassion envers eux, donc je ressentais leurs émotions. Ils étaient pas bien, donc j'étais pas bien, tu vois. Je vois. Et j'ai remarqué une petite compulsion comme mode, ah, faut que tu fasses quelque chose pour ne pas te sentir mal. Donc peut-être faudrait faire moins de coaching, peut-être qu'il faudrait. euh, Il y en a beaucoup qui me disaient, tu vois, il y a un truc sur lequel je suis bah, pas forcément d'accord du camp parce que je trouve que ça suit le mauvais délire. Tu devrais suivre un psychothérapeute parce que toi, tu coaches les gens. Et il y a ce qu'on appellerait un transfert émotionnel. Et un truc qui, pour moi, par définition, prouve qu'éprouver des émotions, c'est pas bien. Et donc, c'est pas bien d'éprouver des émotions, il faut en faire quelque chose, tu vois, donc, avec lequel je suis pas d'accord. Et donc, j'ai eu ces compulsions-là. Et en observant réellement la peur que ça avait émergé en moi, j'ai observé, du coup, parce que ça, je pense que c'est un truc intéressant que tu dois faire aussi, c'est que j'observe, du coup. Et le fait d'observer pourquoi j'ai peur et la vraie raison pour laquelle j'ai peur et la vraie chose dans laquelle j'ai peur, ça aide énormément à tout dédramatiser et comprendre les choses, tu vois. Et donc, du coup, j'ai observé la chose. Donc, j'ai accepté le fait d'être pas bien déjà. J'étais pas bien, en fait. Le call, j'étais en mode, je me sentais mal pour la personne et moi, je me sentais mal. Je suis en mode, putain, je me sens pas bien, tu vois. Et par observation, je me suis dit, ok, en fait, tu as une pression qui est que puisque tu es le mec maintenant qui est censé être cette chose qui n'est plus anxieux, justement, qui est l'anxieux, qui est plus l'anxieux, etc., tu peux avoir une pression de la part de certaines personnes parce que moi, je me rappelle que quand je regardais par exemple Denis Simsek, j'étais en mode putain, j'espère que lui il fait plus une rechute parce que si lui il fait une rechute, c'est fini, tu vois. Et donc j'ai remarqué qu'en fait j'avais cette pression qui était peut-être transférée des gens ou en mode Arthur, lui, il est plus jamais anxieux, il faut plus qu'il soit anxieux, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait cette pression de me dire je suis entre guillemets un expert de l'anxiété, je n'ai plus le droit d'être anxieux, c'était extrêmement mauvais, tu vois. Et donc le fait de, et c'est là où c'est magique, hein, c'est que le fait de juste dire ah ok, bah en fait j'ai peur de ça. J'ai peur de décevoir les gens et il y a cette personne-là qui, est censée être guérie, mais qui peut-être ne pourrait pas le faire. Ne pourrait avoir une rechute et cetera ou ressentir de l'anxiété et du coup ne pas être en 100 guéri et cetera, tu vois? Et c'est là où c'est magique, c'est que j'ai pas besoin de solution une fois que j'ai compris la peur. Genre je dis: «OK, j'ai peur de ça». Fin de la discussion, en fait. Et je sais pas si ça fait ça chez toi, Corentin. Moi j'appelle ça le silence cérébral d'après une peur. C'est qu'une fois que tu as énoncé une peur qui est fondamentale, qui est le noyau de ton angoisse, en fait, tu es en mode, bah voilà, c'est ça. Tu le verbalises. Ouais, ouais. 100%. 100%. Après, Mais en fait, tu la verbalises, mais pas dans une intention de, ok, maintenant je oui, trouve une solution. C'est en mode, voilà, c'est comme ça, point barre. on Tu vois ce que je veux décompose. dire? En mode, Ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, ok. Et donc, j'ai écrit ça sur mon papier, tu vois, et j'étais en mode, bah, ok, voilà, c'est bon. Et après, je suis passé à autre chose et j'ai pu penser, tu vois. Genre, c'est encore pour vraiment illustrer cette notion qu'il n'y a rien à faire, tu vois, et que la seule chose à ne pas faire, c'est chercher une solution, en fait, tu vois. Genre, c'est contre-intuitif de fou. Donc, t'imagines, pour moi, en tant qu'ancien scientifique, tu vois, genre, où tout problème a une solution, hyper difficile. Mais cette notion que, genre, t'as besoin de rien, t'as juste besoin de te dire, bah, j'ai peur de ça. Ok, ça fait peur. Là, j'ai peur.
J'ai peur d'être une fraude, tu vois, un peu un syndrome de l'imposteur. Là, je ressens, ça se trouve, un syndrome de l'imposteur. Je ressens une pression de devoir être bien, tu vois, alors que j'ai aucun compte à rendre à personne, tu vois. Je peux parfaitement être anxieux si je le veux, c'est pas. Voilà, tu vois. Et donc, une fois que j'ai verbalisé ça, je suis en mode, ok, bah voilà, c'est bon, on passe à autre chose maintenant. Je l'ai ressenti, je l'ai vécu, mais je sais que là, je peux en reparler sans avoir de sensations négatives. Et justement, il y a une sensation de soulagement dans le mode, bah voilà, en fait, dans la vie, t'as juste, ça renforce encore ce truc chez moi. Dans la vie, t'as juste à voir les choses telles qu'elles sont. Et t'as juste à rien faire et ça passe, en fait. Et c'est justement là où il y a un effort actif, c'est de, comme tu l'as dit, verbaliser la chose. Et c'est le seul effort actif, en fait. C'est que oui, des fois, tu te rends pas compte, tu stresses, t'angoisses, etc. Et ça dure longtemps et tu mets en place des mécanismes, ça peut durer des semaines, ça peut durer des heures, ça peut durer plusieurs minutes, mais du coup plusieurs minutes de trop, tu vois? Parce qu'en fait, t'as pas compris la peur fondamentale, le noyau du truc, tu vois? Mmh. Et c'est là où tu as un truc à faire. C'est là où tu dois être actif et développer une compétence, tu vois? De trouver justement cette peur. Mais c'est là où c'est critique, c'est qu'il y en a qui vont trouver la peur et ils vont continuer après. Ils vont se dire: «Faut faire un truc, faut gérer la chose» et cetera. C'est pour ça qu'après je posais une question et quand tu as compris qu'en fait non, tu comprends la peur et point barre, il y a rien à dire d'autre, il y a pas de solution à trouver, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça mon passe-partout, en fait. C'est ça le truc que j'ai tous les jours avec moi et qui fait que au moindre élément déclencheur, bam, passe-partout, bam, t'es mort, tu vois? Genre instant kill, à n'importe quel élément déclencheur que je peux avoir, tu vois? Et ça, je pense que c'est un truc qui est important aux gens qui écoutent à savoir, c'est que l'anxiété, c'est pas en mode tu n'auras plus jamais d'éléments déclencheurs. Bien sûr, tu en as beaucoup moins, mais à un stade qui est, phénoménal, tu vois? Genre tu passes c'est des phases après, de un élément déclencheur, enfin de un élément déclencheur par heure à un élément déclencheur, honnêtement, je déconne pas, hein, par mois, tu vois? Mmh. Mais il y en a toujours, tu vois? Tu sais pas ce qui se passe, il peut y en avoir, tu vois? Et donc, si tu penses que tu vas guérir quand tu arriveras plus à en avoir, tu guériras jamais, tu vois? Et donc il 100. faut accepter ce truc que tu en auras toute ta vie. Bien sûr, ce sera des fréquences beaucoup plus acceptables, bien sûr, ce sera des intensités aussi beaucoup plus acceptables. C'est beaucoup plus facile en termes d'intensité, tu vois? Mais le fait de savoir que ça arrive, tu vois? Et de pas t'en vouloir pour ça, bam, ça te permet d'être beaucoup plus efficace en vérité, tu vois? Donc voilà pour mes pour mes 2 petits exemples. Totalement d'accord avec toi et moi, ça me fait juste penser que après c'est peut-être toi dit de manière différente, mais juste que tu es totalement, encore une fois, dans l'acceptation de ce qui se passe. OK, j'ai une pensée, OK, je la regarde, OK, je la laisse venir, elle est là, je suis pas dans le combat, je suis pas dans: «Il faut qu'elle s'arrête», je suis pas dans: «Il faut que j'aille faire le contraire». Après, il y a aussi un et ça me permet de rebondir, il y a aussi un degré de aujourd'hui, hem, encore une fois, c'est j'accepte les pensées qu'il y a, mais j'accepte pas forcément tout ce qu'elles veulent dire, tu vois ce que je veux dire? C'est que, Bien sûr, hem, bah, évidemment, ouais, tu vois, évidemment. typiquement, quand je suis parti et que j'ai eu cette pensée de: «OK, tu vas être en danger, fais demi-tour» et cetera. J'ai accepté la pensée, mais j'ai pas accepté le message qu'il y avait derrière de dire: «OK, je suis en danger, je rentre», pour lui, au final, la Mmh. valider. Juste accepter ce que mais toi, au final, c'est ce que tu vois, comme à ton concert où tu as eu le truc de: «OK, peut-être que je sorte». Mais en fait, c'est toi, Mmh. tu savais que en fait, OK, donc tout va bien, c'est juste, et d'accepter la pensée, mais pas d'accepter ce qu'elle veut dire, le message qu'il y a derrière. Parce qu'au final, tu lui donnes raison. C'est comme ça que tu ralimentes l'anxiété, à chaque fois et un truc aussi sur lequel moi qui m'aide, je sais pas si toi tu le fais. En tout cas, je rebondis ça par rapport à ton exemple sur le coaching de la sensation d'imposteur et de pas forcément être, Ouais. pertinent auprès de tes coachés. Moi, il y a toujours un truc qui m'a aidé, c'est d'associer des éléments, des exemples déjà tangibles que j'ai eu dans ma vie, typiquement ce syndrome de l'imposteur où effectivement parce que tu es des personnes anxieuses, tu dois te sentir, toujours, Mmh. beh, Au non top, ouais. Et non au anxieux top, du coup. voilà, sans anxiété et en fait, moi, juste de me rappeler que c'est pas parce que je sais marcher pardon, c'est pas parce que je sais marcher que plus jamais je vais tomber. C'est pas parce que je sais conduire que plus jamais je vais caler. C'est pas parce que je sais parler que plus jamais je Ouais, vais faire des fautes ou que je vais bégayer. En fait, au final, ouais. toujours on va réussir à tomber et je pense que le plus important, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Et moi, ça m'a Ouais. beaucoup aidé avec, en fait, OK, bien sûr, je peux pas aider tout le monde, je suis pas en capacité d'aider tout le monde. Il y a des personnes avec qui ça a bien marché, d'autres avec qui ça va très, très bien Mmh. marcher, avec qui ça va un peu moins marcher. Mais je sais que par rapport à là où Ouais. j'en suis, je vais pouvoir leur apporter plus que par rapport à là où elles en sont, typiquement. Et Mmh. juste ça, ça m'a permis Ouais, OK. de ouais, les exemples tangibles m'aident souvent à valider ces croyances-là, mais bah, c'est juste, j'y ai pensé là quand tu m'as parlé de ça, c'est pour ça.
Ah, c'est méga intéressant. Ok. Et justement, la question que j'ai posée, que j'ai réfléchi pendant que je te racontais le truc, c'est que qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce délire qu'on fait autour des traumas? L'exploration des traumas et tout ça. Parce que moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, je voulais avoir le tien. Alors, mon avis a beaucoup changé ces derniers temps. Enfin, il varie. Je pense que le traumatisme, le ou les traumatismes qu'on a pu vivre font la personne qu'on est aujourd'hui. 100%. C'est l'interprétation qu'on a Mhm, eue de ces traumatismes qui font la personne qu'on est aujourd'hui. Là-dessus, c'est OK. mhm, Avant, j'avais la conviction, en tout cas, j'allais toujours dans le fait de OK, on va voir le traumatisme, on va essayer de le comprendre pour essayer d'apporter une vision différente pour qu'il ait moins d'impact. Aujourd'hui, tu vois, je suis juste une dans sorte de le résolution du trauma, en fait. yes, yes. Aujourd'hui, je suis plus dans, et ça encore une fois, c'est en travaillant et en découvrant pas mal de choses que je suis dans ce process-là, de me dire, en fait, dans tous les cas, ça s'est passé. Je pense qu'il est plus important de travailler sur Ouais. qui est-ce que tu veux devenir, te concentrer sur changer toi maintenant pour aller chercher ce que tu veux dans le futur. Et à partir du moment où tu auras atteint ce que tu veux dans le futur, ta vision Mm. changera automatiquement sur ce qui s'est passé. Et tu verras ça comme une force qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui plutôt que comme un frein. Donc en soi, le traumatisme, Ok. j'ai pas de. J'avoue que ma vision, tu vois, elle a beaucoup changé. À la base, je partais vraiment de OK, il Ouais. s'est passé ça. Travaillons sur ça pour aller chercher ce que tu veux. Mais au final, ça s'est passé. Ça s'est passé. Tu peux rien Mm. changer. Mais tu peux changer la vision que tu as dessus. Le problème, et ce sur quoi moi j'ai réfléchi, c'est que je pense pas que tu peux changer la vision du traumatisme en étant la personne que tu es devenue par rapport à ce Ouais. traumatisme. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que du coup, il Ouais. faut d'abord changer la personne que tu es pour changer la vision que tu as de ce traumatisme. Ouais, j'espère que tu Et as donc, compris mon pour toi, ce raisonnement. changement... Ouais, non, mais je vois très bien, mais justement, pour clarifier pour les auditeurs, pour toi, devenir cette nouvelle personne, c'est quoi ton levier d'action? Est-ce que c'est... Moi, l'idée que j'ai, c'est ta façon d'agir et de réagir, du coup, qui fait de toi une nouvelle personne? Ou c'est ta façon d'interpréter les choses différemment? Qu'est-ce que tu considères comme une nouvelle personne, toi? C'est un tout. Déjà, aujourd'hui, et comme je t'avais dit, même par rapport à moi, qui moi m'a aussi a été euh, ce qui m'a aidé, c'était de savoir réellement déjà qui j'étais, sorti de tout mon environnement, parce qu'au final, j'ai toujours, jusqu'à mon anxiété, vécu pour les autres. Donc de mettre un stop à ça et de me dire, OK, aujourd'hui, Corentin, qui il est, qu'est-ce qu'il, sincèrement, qui il est, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qui je suis, quelles sont mes valeurs, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est Mm. important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux aller chercher par rapport à ça, qui j'ai besoin d'être? Et tu vois, Ok. cette personne-là, déjà, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, typiquement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est la personne que je pensais vouloir devenir quand j'étais très anxieux. Ouais. Moi, je suis allé la chercher. Ouais. Et c'est cette personne-là que je suis aujourd'hui qui m'a permis d'avoir un regard totalement différent sur ce que j'ai vécu. Parce qu'à l'époque, Ok. j'étais incapable de changer de regard sur quoi que ce soit. Sur la mort, sur l'anxiété, sur toutes ces choses-là. Et c'est en changeant mon identité, donc en changeant mes comportements, mes croyances, ma manière de Ok. Donc, penser, comportement. toutes ces Ok. choses-là qui, en Croyance. fait, ont créé mon identité, qui m'ont permis de changer de vision. Je sais pas si c'est assez clair. Mm. Et peut-être parti un peu Ah, moi, loin. je vois très bien, mais pour moi, justement, c'est hyper important ça. Moi, je fais souvent référence à un concept très important et on va le faire ensemble avec l'auditeur s'ils écoutent. Donc, tous ceux qui nous écoutent là, vous avez une étiquette sur votre, un name tag en fait, sur votre, sur votre poitrine ici qui dit je suis une personne anxieuse. Parce que c'est comme ça que fondamentalement vous vous considérez. J'écoute un podcast de mecs anxieux qui nous expliquent comment ne plus l'être. Si tu regardes ces podcasts, c'est parce que tu penses encore que tu es une personne anxieuse. Donc, on va prendre ce name tag, on va l'enlever, on va le déchirer, et on va mettre un nouveau qui est je suis une personne en transition. Et ça, mec, le truc, l'énorme changement que ça a provoqué, mais vraiment du jour au lendemain, hein. Quand j'ai compris ça et que je me suis mis ce nouveau tag, je suis une personne en transition, mais genre, la crise d'angoisse d'après, je me rappelle encore exactement où je l'ai fait. C'était dans la cuisinette de mon taf. Je ressens encore énormément anxieux. Et là, je suis en mode putain, non, je suis anxieux, fait chier, du coup, je suis pas anxieux. Et là, je me dis non, t'es une personne en transition. Ouais, t'es anxieux là, mais tu gères quand même mieux les choses qu'avant. Donc vas-y. En fait, j'ai commencé à arrêter de freiner mon avancement par ma frustration de encore n'être pas encore arrivé en fait, tu vois. C'est comme le mec qui fait sa rando, il est en mode putain, on n'est pas arrivé. Oh, fait chier, on n'est pas arrivé. Oh, fait chier, on n'est pas arrivé, tu vois. Alors que le mec qui est en mode bah ok, là je suis en train de marcher, je vais y arriver, il avance beaucoup plus vite en vérité. C'est exactement ça, tu vois.
Et donc, pour moi, en fait, c'est pas dans la transition. Moi, j'ai vraiment vu ça, au début en tout cas, comme un rôle. Tu vois, genre comme si tu jouais un rôle. Ouais. Et c'est un conseil et vraiment directement suivi de Denis Simsek qui a dit, en gros, dans une vidéo, genre, tu sais que l'anxiété, c'est un changement. C'est pas une amélioration, c'est un changement. Tu dois changer la personne que tu es. C'est comme ça. Évidemment que tu vas te dire comment je fais, en fait, pour changer. Parce que là, j'aimerais croire au fait que l'anxiété est mon ami. J'aimerais y croire, tu vois. Mais j'y crois pas. Tu vois, il y a plein d'auditeurs qui sont en mode: «Ah bah là, Corentin, il dit que lui, il croit que l'anxiété, c'est son ami, c'est pour ça qu'il est guéri». Donc ils vont se dire: «Je veux faire pareil». Mais j'arrive pas là, j'arrive pas parce que j'y crois pas. Et bah, la clé est là, joue un rôle. Joue un rôle. Dis-toi: «Là, je suis un acteur qui prépare pour un film et cetera et qui joue un personnage justement qui lui réagit différemment». C'est un peu le fake it until you make it, tu vois, en gros. Et genre, Fort. au début, je suis en mode: «Ah ouais, ça a l'air un peu bizarre, mais vas-y, je vais essayer», tu vois? Et donc je commence à vivre la vie, bam, au bout d'un moment, vraiment, j'utilise mes angoisses comme des opportunités, tu vois? Limite, je les attendais, tu vois? Bam, elle arrive et là, je suis en mode: «OK, vas-y, là, je vais jouer un rôle». OK, donc pour jouer ce rôle, je me dis toujours la même chose. Je me disais: «OK, là, il y a moi maintenant et il y a le Arthur que je veux devenir». Donc il y a 2 types de Arthur. Il y a le Arthur 1, le Arthur 2. Le Arthur 1, il va réagir comme ça. Là, toutes les compulsions que j'ai de chercher une solution et cetera, je sais que c'est le Arthur de maintenant. OK, maintenant, je vais imaginer qu'est-ce qu'il veut le Arthur 1? Le Arthur 2, du coup, le vrai Arthur que je veux devenir. Et du coup, je me dis: «OK, donc il a foi en la vie, qu'elle lui veut du bien». Pour moi, c'est un des piliers de guérir de l'anxiété, c'est juste avoir foi que la vie te veut du bien. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans son comportement à ce Arthur-là? Bah, puisqu'il est persuadé que la vie lui veut du bien, il a rien à faire lui, du coup, tu vois? Et du coup, bah, je fais rien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à ne plus réagir. À l'époque, je connaissais pas encore tout ce qui était contrôle, études, réassurance, tu vois? C'était très flou tout ça pour moi. Mais j'ai capté ce truc-là en mode, bah, OK, peut-être qu'il faut que je fasse rien. Donc, j'avais la compulsion de prendre mon téléphone, je l'ai pas pris. J'avais la compulsion de X, Y, je l'ai pas fait, tu vois? Et et ça commence à marcher, en fait. Genre, c'est rien au début quand tu es toujours anxieux, mais quand ça fait tu te réveilles 5 minutes après, tu en mode: «Putain, mais j'étais anxieux à 5 minutes». Là, ça fait 5 minutes que je suis pas anxieux, juste parce que j'ai fait cette décision-là. Tu dis: «Putain, mais ça marche peut-être ce truc», tu vois? Et donc c'est comme si, tu vois, je mettais la première pile de preuves comme quoi ça marche cette technique, tu vois? Et après j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. C'est devenu au début, c'était fastidieux, c'était différent, fallait que je fasse un effort conscient, tu vois? Pour être en mode: «OK, c'est pas moi, mais je le fais quand même». Il y a cette notion de: «Ah mais je suis pas honnête avec moi-même» et cetera. Mais tu es en mode: «OK, assume le truc que tu es un hypocrite», tu vois? J'étais en mode: «Assume que tu es un gros hypocrite, que tu joues un rôle qui n'est pas le tien, mais au moins essaye», tu vois? Et je l'ai fait et petit à petit, en fait, je suis vraiment devenu cette personne-là, tu vois? Et ce truc de jouer un rôle pour moi, c'est genre un hack. Honnêtement, je trouve que c'est un hack, genre. Et c'est un hack. Alors, j'ai faim pour toi parce que du coup, moi, c'est cet élément-là qui m'a fait conscientiser à quel point c'était puissant. Je suppose que toi aussi, tu as dû passer par cette phase-là. En plus, le pire, c'est que ça, on l'a tous fait. Je suis persuadé que Mmh. 95% des Oui, personnes qui nous oui, écoutaient, quand tu étais petit, ou en tout cas moi de mon côté, je jouais au super-héros. Et quand tu joues au bien sûr. super-héros, ton super-héros, tu l'incarnes. Mais tu l'incarnes par la Mmh. manière dont tu le joues, par la pensée, par la voix, par l'attitude, par tout ça. Les petites Ah, filles, de quand ouf. elles sont petites, elles incarnent les mamans, tu vois? Même quand tu joues au Ouais. docteur, tu es dans ton rôle, mais tu l'incarnes, mais à 110%. Et tu as l'impression, mais tellement de l'être, qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'âge adulte, mais qu'on a déjà fait en étant enfant. Mais on l'a Ouais, tous de fait, fou. je vais pas dire sûr à 100%, mais je suis quasiment sûr qu'on a tous joué des rôles quand on était enfant. Peu importe que ce soit policier, gendarme, voleur, indienne, tout ce que tu veux, Mmh. on a tous intégré, sincèrement, les comportements, les pensées qui est alliées à ce personnage-là. Et c'est là où c'est hyper puissant. Toi, tu vas me rejoindre parce que avec ce côté scientifique, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Et c'est là où c'est Mmh. surpuissant, c'est que tu peux devenir et créer absolument ce que tu veux tant que tu as la conviction intime que tu peux le faire, tu peux faire ce que tu veux. Et la preuve est faite, c'est que, et même je suis sûr, les parents qui ont des enfants encore en bas âge, ils les voient tous les jours. Celui qui se prend pour Mbappé, par exemple, typiquement aujourd'hui, il va avoir l'attitude, il va avoir les gestes, il va avoir... Mais ils ont la conviction profonde qu'ils le sont. Ce qui fait que ça les rend Ouais. forcément, un tant soit peu, meilleurs. Et donc, du coup, c'est autant retransmissible à l'âge adulte pour l'anxiété. C'est pour ça que effectivement, c'est un super pouvoir, mais qu'on a déjà utilisé à de très nombreuses reprises sans forcément aujourd'hui le conscientiser. Mais moi, à partir du moment où Mmh. j'ai eu des clics là, je me dis qu'en fait, ça marchait déjà quand j'étais petit, mais de manière
pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui? Et typiquement, ça a marché pour l'anxiété et ça, c'est vrai que je l'ai conscientisé avec mon coaching, avec Nathalie, là, sur le mois de juin. Mhm. Conscientisé là. Je me suis dit, en fait, ce qui a fait que j'étais plus anxieux, c'est que j'ai créé l'identité d'une personne qui ne l'était plus. Je me suis dissocié de ça. Et à partir de là, du coup, si je suis plus associé, je ne le suis plus. Et ça, Mhm. le jeu de rôle, c'est d'une puissance phénoménale. Tu vas pas Mais te- ça, par rapport au truc des enfants, ça, c'est un autre sujet, qui est tout un autre sujet, hein, mais moi, c'est un truc que j'ai fini par capter, tu vois, et qui rejoint du coup ma croyance spirituelle, où en fait, on est dans un monde, surtout en France, où les enfants, on les infantilise juste avant, tu vois. Quand on dit infantiliser quelqu'un, c'est très négatif. En France, en tout cas, c'est une connotation très négative, où genre un enfant, il est immature, il a pas raison, tu vois. Et en guérison de troubles anxieux, je me suis rendu compte à quel point, fondamentalement, par rapport à notre capacité à atteindre nos besoins qu'on veut vraiment, donc être heureux, être en paix, etc., Hmm, les enfants ont beaucoup plus raison que les adultes. Et 100%. qu'on a beaucoup plus à apprendre des enfants que les enfants ont à apprendre des adultes. Et moi, c'est une piste que j'ai. Dès que je me rappelle un peu de comment je faisais quand j'étais gosse, c'est difficile à y accéder. Parce que là, tu vois, par exemple, tu m'as fait conscientiser un truc. En effet, je faisais tout le temps, tu vois, mais j'avais même pas conscientisé, tu vois. Mais j'ai remarqué que tous les comportements qui me rendent heureux, c'est les comportements que j'avais quand j'étais gosse, tu vois. Genre, je le dis, hein, là, vous me voyez tout sérieux sur mes vidéos, mais dans la vraie vie, je suis un gros bébé. Genre, je vous le dis direct, moi, dans la vraie vie, je ne suis absolument pas sérieux. C'est un masque que vous voyez tous les jours, parce qu'aussi à ce côté où c'est grave quand même ce sujet, mais Ouais. donc j'ai pas envie de faire le mec qui en rigole, tu vois, même si peut-être que je devrais, mais dans la vraie vie, je suis un gros bébé. C'est comme ça que ma copine m'appelle. Elle en peut plus de moi. Je fais des blagues immatures au possible tout le temps, mais c'est ça qui me rend heureux en fait. Et des fois, je sais que ça choque, par exemple, des gens qui me voient avec ma copine, parce que du coup, elle aussi, c'est un gros bébé aussi, on s'est tous les deux contaminés, tu vois. Et je sens qu'il y en a qui peuvent être choqués en mode, ah, ils sont un peu immatures tous les deux, non, 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 tu vois. Et ça me fait la même parce que c'est ça le bonheur en fait. Le bonheur, c'est redevenir un gosse. Si tu veux récapituler ça en 2 secondes, c'est redevenir un gosse, tu vois. Et quand je vois, tu vois, genre, je me rappelle du monde du travail, le monde professionnel pour moi, c'est l'exemple parfait, où les gens, ils se prennent la tête pour des réunions de compta qui ont. La réunion de compta, ton PowerPoint de compta n'aura aucun impact sur le monde. Donc, tu t'as persuadé d'être le mec le plus sérieux parce que c'est un travail hyper important. Ta réunion de compta, elle sert à rien. Désolé. Tristan Trébol, je sais pas, elle sert à rien ta réunion de compta et ton PowerPoint. À rien. Ça va aider personne. Tout ce que ça va aider, c'est ta boîte qui va faire peut-être plus de thunes, tu vois. Ça va aider personne. Et là, je me vois, genre, faire des vidéos qui profondément aident des gens, tu vois, mais je me sens pas en mode c'est important, tu vois. Je suis pas en train de me dire j'ai tout compris, je suis ça, etc. Justement, pour moi, c'est redevenu à un état où, genre, d'humilité, de la vie, c'est comme ça. Et genre, la vie, c'est on a un devoir de revenir à l'enfance et de pas se prendre au sérieux. Et c'est qu'en faisant comme ça, que paradoxalement, on a le plus d'impact. On a un impact le plus bénéfique, tu vois. Et cette notion où il faut être sérieux tout le temps, parce que si t'es pas sérieux, tu vas avoir un mauvais impact sur le monde, ou tu vas pas avoir un impact positif, c'est mais complètement faux. Et ça, c'est un truc qui a été très difficile à moi à déconstruire. C'est que toute ma vie, on m'a dit il faut être sérieux parce que il faut être sérieux dans la vie. Attention, il faut être sérieux parce qu'il faut être sérieux. C'est important les choses. C'est très important les choses. Et je suis en mode, bah du coup, quand j'ai vécu mon trouble anxieux, tu vois, et que je voyais les gens se prendre la tête pour des rayons de compta, justement, ça m'a vraiment marqué ces trucs-là. Je suis en mode, mais les gars, enfin, là, je suis en train de vivre un truc. Genre, je suis en dépersonnalisation tous les jours. Ce que vous vivez, c'est pas important. Je vous le dis, ce n'est pas important. Genre, ce que vous vivez, c'est de la merde, vraiment. Genre, On met tout en et du parallèle. coup, quand je sors de ça, tu remets tout en perspective. Tu es en mode, mais quand tu sors un trouble anxieux, rien n'est sérieux. À Mm. part des choses comme les vrais trucs qui sont importants, comme la vraie souffrance, par exemple. Là, c'est sérieux, tu vois. Mais genre, ça crée une dissonance par rapport à tout ça. Et du coup, moi, je me sens que plus je me rapproche de, comme tu dis, de ces façons que j'allais me comporter quand j'étais gosse, au prix parfois du regard des autres, tu vois, plus je suis heureux, tu vois. Et genre, pour moi, c'est une vraie piste pour les gens. Genre, essayez de vous rapprocher de comment vous étiez quand vous étiez gosse, parce que, en fait, le développement personnel, c'est pas un apprentissage, c'est un désapprentissage. Clairement, moi, pour moi, c'est la phrase la plus importante du développement personnel, c'est que c'est pas une histoire d'apprendre, c'est une histoire de désapprendre et de se rappeler de choses que tu sais déjà. Parce que quand tu reviens à comment t'étais gosse, tout le monde était méga heureux quand on était gosse, tu vois.
Et genre, secrètement, les gens l'ont peut-être pas conscientisé, mais on veut être heureux, mais on veut revenir quand on était gosse, en fait. Mis à part certaines personnes qui ont vraiment eu des traumas difficiles, tout le monde veut juste redevenir quand ils étaient gosses. Tu vois. L'insouciance. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est d'une logique maintenant. Ouais. Totalement, totalement relié à l'insouciance. Là-dessus, je te rejoins. On a trop, rendu tout sérieux. Et on a perdu effectivement cette. Alors, effectivement, quand tu grandis, tu as plus de responsabilités, ça c'est ok, mais on est passé d'un extrême à un autre. Où effectivement, comme tu dis, Hmm. les enfants les infantilisent beaucoup trop. Et les adultes, trop, tout est trop ça. On n'a pas de juste milieu. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai Hmm. aujourd'hui et c'est ce que je pense. On n'a pas de juste milieu. Et Hmm. plus à moi, on en a, j'ai l'impression. Après, toute honnêteté, je suis jamais trop parti de la France. Je peux pas dire que c'est partout dans le monde Ouais. de la même manière. Mais en tout cas, de ce que je peux voir là, ouais. Je rejoins à 100%. Est-ce que tu as eu l'angoisse autour de l'insouciance, toi, que tout anxieux a, qui est, ah là, j'ai découvert un truc que je ne pourrai jamais oublier, du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu as ta première crise d'angoisse, en mode j'ai découvert un truc que je pourrais jamais oublier, que du coup peut se reproduire, j'ai perdu mon insouciance. Et moi, il y avait même beaucoup de gens qui me disaient, ah bah, c'est comme ça, t'as pas eu ton insouciance, tu découvres la vraie vie, donc tu Ah, pourras jamais yes. vraiment être heureux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'avais ça. Moi, je me suis. Alors, c'était une image toute autre. Moi, j'ai toujours dit qu'à partir du moment où j'avais. Ça s'est déclenché. J'avais quitté le monde des bisounours pour rentrer dans le Ouais, monde voilà. où vraiment, ouais, il y a eu un switch où. Ouais, ouais. 100%. Dans le Moi, ça monde a de été merde. ouais, de passer de où tout le monde est invincible, où tout le monde il est beau, où tout le monde il est gentil, à. En fait, la mort, ça existe. Ça touche tout le monde à Hmm. n'importe quel moment. Et là, après, il y a eu un gros switch. Et encore une fois, ça a été. Le décès a été que l'événement déclencheur. Ça n'a jamais été la source Bien sûr, hein. de mon anxiété. Mais ça a été typiquement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et effectivement, de ce jour-là, je suis passé de j'ai peur de rien, je fais n'importe quoi, on a toute la vie devant nous. Bref. Ah, en fait, non. Hmm. Ça va vite, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose. Ça, à Hmm. 100%. Dès le début. Dès le début. Et le saut a été. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ton insouciance? Là, aujourd'hui, Ouais. je sais pas si je dirais une insouciance, mais je dirais une tranquillité d'esprit et une tranquillité et une maturité d'esprit. Où je suis, Mhm. et je suis très heureux d'être. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais moi, c'est ma vision. Je suis heureux d'être quand même à l'opposé de ce que je peux voir de manière générale dans la société actuelle, dans la manière de penser, dans la manière d'agir. Je suis très heureux d'être à l'opposé de pas mal de choses et de pas mal Ouais. de manières de fonctionner. Mais à la fois, je suis plus non plus un enfant. Et je sais qu'il y a il y a des réalités qu'il faut assumer. Donc, ouais, je pense que je dirais plutôt que je suis ouais, dans une tranquillité d'esprit. Ça, c'est lié à l'enfance. Et la maturité aussi d'esprit. Ça, c'est lié au côté plus adulte. Mais le mélange des deux, en tout cas, moi, me convient aujourd'hui. Hmm. C'est ça, je sais que c'est une question que les anxieux se posent. Est-ce que je vais retrouver cette insouciance? Moi, ma réponse, c'est que j'y pense plus. J'ai pas prononcé dans ma tête le mot insouciant depuis des années, donc c'est juste un sujet qui a disparu. Et Je puis, m'en fous. J'ai pas trouvé la réponse de est-ce que je l'ai retrouvé ou pas. Je m'en fous. En ça, c'est fait, ce je n'y qu'on. Ouais. pense pas et ça Là-dessus, m'impacte pas. ils y reviennent beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup entendu, je pense que toi aussi. J'ai envie de retrouver ma vie d'avant. Ça, je pense que c'est le Ouais. tirer une balle dans le pied tout de Mm. suite. C'est, et je le dis, alors après, c'est pas grave quand je veux dire ça, mais c'est absolument impossible. L'anxiété te fait Mhm. vivre tellement de choses et te fait conscientiser et comprendre tellement de choses que tu ne peux pas retrouver justement l'insouciance et la vie que tu avais avant. Mais en soi, c'est un cadeau. Tu peux créer, aller chercher que tu veux. Et tu peux te rapprocher de ce Surtout que que c'est tu une avais fausse idée. C'est une fausse vécu. idée. Moi, là où ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai réalisé que, en fait, avant mon trouble anxieux, j'avais déjà beaucoup changé déjà de base, en fait. Mhm. C'est juste que là, il y a eu un changement qui était négatif, mais j'avais déjà énormément changé. Genre, quand j'avais 16 ans, je jouais aux plus petites voitures. Genre, et j'ai changé, tu vois. Et j'aimais bien quand je jouais aux petites voitures. Mais j'aimais bien aussi le fait d'avoir 16 ans et d'être un ado, etc. Tu vois, genre, c'est pas parce que un chapitre qui est positif est terminé que celui d'après est forcément négatif, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et j'avais une question aussi à te poser très personnelle. Tu as dit que justement, et je me rejoins beaucoup dans ce que tu dis, c'est sûrement à cause de l'expérience commune qu'on a eue. Tu dis que tu as l'impression d'être à l'opposé de ce que beaucoup de gens
la façon dont beaucoup de gens pensent aujourd'hui Hmm. et de ce qui se passe dans le monde. Tu te sens pas un peu seul, mec, parfois? Alors, au début, j'aurais eu envie de te dire oui. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que plus j'ouvre ma carte du monde, plus je trouve des gens qui me ressemblent. Ok. Sincèrement. Tu vois, typiquement, je t'ai rencontré à toi. Je dis pas qu'on a une pensée qui est hyper tous les deux linéaires, mais on a une pensée qui se rapproche plus que ce que je pourrais échanger avec voilà, des personnes. Ouais. Voilà. Et j'en découvre tous les jours. Tu vois, typiquement, je travaille chez Max. Il y a des gens qui ont des pensées beaucoup plus open et beaucoup plus larges que la mienne. Et en fait, je pense Ouais. que et c'est là où après, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est que tu rencontres des personnes qui sont en corrélation avec qui tu es. Et Ouais. encore, c'est ça que j'aime agrandir, parce que plus je grandis, plus je rencontre des personnes qui vont m'aider à aller chercher plus et qui sont surtout en corrélation avec qui je suis devenu, tu vois. C'est pour ça que j'ai gardé vraiment mes amis très proches que je connais depuis plus de 15 ans. Et il y en a beaucoup que j'ai perdu parce que, force est d'admettre que j'étais ami avec eux parce que j'étais l'image qu'ils voulaient que je sois, tu vois. Et que Ouais. plus j'ai grandi, plus je suis resté aligné avec des personnes qui me ressemblent sincèrement. Et j'en ai découvert d'autres. Et j'en ai perdu d'autres. Et Mm. donc, je dis pas que j'en rencontre tous les jours. Je dis juste que j'en rencontre plutôt pas mal et que petit à petit, le monde m'apporte ce dont j'ai besoin et qui j'ai besoin quand j'en ai besoin. Ça, c'est un truc auquel j'y crois énormément. Ok. Les lois d'attraction, alors d'une manière, pas forcément tout ce qu'on peut voir dans les séries, dans les films, toutes ces choses-là, là. Mais ça, j'y crois fondamentalement que ce que tu es à l'intérieur, ce que tu résonnes à l'extérieur te l'apporte. Ça, c'est quelque chose Mm. auquel je crois énormément. Donc, pour répondre à ta question de manière plus brève, si, je découvre et je rencontre énormément de personnes qui sont comme moi et qui pensent comme moi. Et ouais, ouais. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, justement, en ce moment, il y a un truc ouais, pas très confortable. C'est que il y a des gens, en fait, surtout moi, c'est tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. euh, j'ai l'impression d'être le seul à voir ce qui se passe des deux côtés. Et genre, de me dire qu'en fait, il y a des torts des deux côtés, des raisons des deux côtés. Et genre, enfin, pour moi, ça me paraît d'une logique sans nom. Et en fait, j'ai des amis de droite, j'ai des amis de gauche. J'ai des gens qui voient que les côtés de la gauche et aucun des côtés de la droite. Mm. Et enfin, que les côtés positifs de la gauche et pas les côtés négatifs de la gauche. Et de l'autre côté, des gens qui voient que les côtés positifs de la droite et pas les côtés négatifs de la droite. Et j'ai l'impression d'être le seul mec à genre dire, bah, il y en a des fois qui ont raison, des fois qui ont tort, et des deux côtés, genre, c'est comme ça, genre. Et j'ai l'impression que c'est l'anxiété qui m'a donné ça, tu vois. Cette capacité de me dire, en fait, parce qu'avant, Mhm. l'anxiété, j'étais très noir et blanc, tu vois. J'étais très en mode, il faut une réponse certaine, tu vois. Ça n'existe pas. C'est un des alimentations de l'angoisse, c'est qu'on veut une certitude, tu vois. Parce que l'incertitude provoque un inconfort, tu vois. Et depuis que je suis à l'aise avec cet inconfort, moi, j'ai la capacité maintenant de me dire, bah, ouais, des fois, lui, il a raison, des fois, il a pas raison, tu vois. Genre, par exemple, il y a un truc qui se Mhm. passe en ce moment avec Ryan Reynolds, où genre, on se découvre, moi, j'aimais bien ce mec, je découvre qu'il a fait des choses qui sont vraiment pas folles, tu vois. Je suis en mode, ah bah, c'est chiant, mais c'est comme ça, personne n'est parfait, tu vois. Genre, tout ce qui est autour d'Elon Musk aussi. Pour moi, Elon Musk, c'est un cas fascinant parce que c'est un mec qui, à la fois, fait Mhm. des choses incroyables, Grave. qui sauve des vies littéralement, et à la fois, il fait des choses, mais terribles. Genre, des choses qui sont vraiment pas OK, tu vois. Et genre, et j'ai l'impression que je peux soit parler avec des gens qui sont en mode en adoration sur lui, soit avec des gens où c'est en mode c'est le diable, tu vois. Et je me sens assez seul sur ce côté de les gars, genre, personne n'est parfait, genre, on est habitué à une dynamique, on veut un monde où, genre, il y a les gentils et les méchants, on veut un monde où, genre, il y a des gens, ils sont parfaitement raison, et dans ce cas, je vais les suivre, et si ils sont pas d'accord sur un truc, alors ils sont pas gentils, c'est les méchants, etc., tu vois. Et genre, bref, c'est peut-être un parallèle, mais je voulais voir avec ça, parce que j'ai l'impression que c'est l'anxiété, la guérison de l'anxiété, justement, offre justement, cette remise en cause de la certitude, l'acceptation de l'inconfort de l'incertitude, tu développes une vision nuancée de la vie. Et ça, pour moi, que ça soit pour ton succès dans tes relations, ton succès dans ta vie professionnelle, ton succès dans tous les aspects de ta vie, genre, si vous remarquez, celui qui écoute, que vous êtes extrême dans vos pensées, que vous avez clairement un camp, ça vous aide pas. Je vous le dis, désolé, il y en a qui vont sûrement se désabonner parce que ils comprennent que je suis pas 100% de leur côté, mais pour moi, c'est important dans un point de vue anxiété. Il faut comprendre que, genre, la certitude à 100%, les gentils, les méchants, ça n'existe pas. Et donc, c'est difficile, voir le bien
chez les gens qu'on considère comme méchants, mais aussi voir le mal chez les gens qu'on considère comme bien. Et ça vous apportera une intelligence de vie qui vous rendra beaucoup plus productif. Totalement d'accord avec toi. Le yin et le yang, c'est l'image parfaite. C'est la seule chose Ah, qui tu vois me ça comme ça? oui, c'est dans les plus négatifs, il y a du positif, et dans le plus positif, il y a toujours le négatif. Encore une fois, ça va être qu'est-ce qui va te faire Hmm. voir ça de telle ou telle manière? C'est ton vécu, c'est tes croyances, c'est la manière dont tu as été entouré, dont tu as été éduqué. Et ce qui pour toi te choque sur Elon Musk, sur d'autres, ça va être totalement ok, totalement normal. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Je te rejoins à 100% là-dessus. Moi, Hmm. l'anxiété m'a aidé là-dessus et clairement le défaire soi, m'ouvrir l'esprit de. Il y a juste une chose, moi, sur laquelle, et là, j'arrive pas à en démordre, c'est à partir du moment où tu impactes et où tu touches la liberté d'autrui Hmm. de manière directe, là, c'est pas ok. Après, Ouais, à partir du moment où ouais. tu essaies, où tu fais des choix où tu mets pas en danger la vie de quelqu'un d'autre, typiquement, tu veux réussir à. Mais c'est Je ça. garde cet état d'esprit de. Tout le monde n'est Hmm. pas foncièrement méchant, tout le monde n'est pas foncièrement gentil. Mais il y a des choses que j'ai beau essayer, que j'essaie de comprendre, mais sur lesquelles je peux pas. Le pardon et je pourrais jamais aller dessus, tu vois. Et on part sur des choses Ouais. beaucoup plus impactantes et on pourrait rentrer sur des sujets Bah, évidemment, hein. très longs. Il faut être Et, tranché, il faut être tranché quand il le faut, hein. Bah, de toute voilà, façon, pour moi, il y a des gens, ils sont sociopathes, psychopathes ou avec un trouble de personnalité narcissique et des gens comme ça, faut pas se voiler la face. Ils sont pas bons, mais quand quelqu'un n'est pas dans ces conditions, dans ces critères-là, il peut faire des choses parfois terribles et voilà quoi. Mais bon, c'était un petit hors sujet. Écoute, je pense qu'on arrive ouais, sur 1h40. Est-ce qu'il y avait un petit récap, peut-être un pitch que tu as souvent avec tes clients, qui est concentré en valeur, que tu voudrais partager un peu pour pour terminer le podcast? mais écoute, là, honnêtement, avec tout ce qu'on a partagé, il n'y a pas grand-chose qui va me venir. Ouais, là, j'avoue que de tête, non. Bah, je suis désolé. C'était la limite. Si tu devais résumer en mode, quelqu'un te dit: «Je veux guérir de l'angoisse, donne-moi un conseil». Un conseil. Hmm, Moi, ce que je dis toujours, euh, c'est d'accepter ce qui est aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire accepter ce qui va être demain. Mmh. Aujourd'hui, tu es ce que tu es par rapport à ce que tu as vécu hier, mais tu as totalement la possibilité et le choix de changer qui tu seras demain et de travailler à construire qui tu veux être demain. Voilà. Alors, c'est un peu brouillon. Je sais pas si tu as compris Non, mais l'image. je vois très bien, en fait, je sens que toi, ce qui fait ta puissance, Corentin, je parle souvent des 2 types de mindset, les mindsets fixes et les mindsets de Ouais. croissance. Toi, je sens, grâce à David Larocque notamment, j'imagine, que tu es 100 en mode même moi, je pensais l'être beaucoup, mais je pense que tu l'es encore plus que moi, tu vois? Dans ce truc de, bah, demain, je peux être différent, en fait. Demain, je peux être différent. Il y a pas de règle. Demain, si je veux être ça, je serai ça, tu vois? Ça prendra le temps que ça prendra et cetera et je pense que le mindset fixe, même s'il y en a qui le défendent fièrement, est anxiogène. Plus tu as du mindset fixe dans ta tête, plus tu seras anxieux Le mindset, et genre t'enlèves tout contrôle, t'enlèves tout pouvoir. Et mais ouais. ce qui est restera. Et ça, moi, Et surtout que ça pousse à la victimisation et donc ça empêche la prise de responsabilité. C'est ça qui fait que c'est hyper dangereux comme mindset. 100%. Et il y en a qui encore aujourd'hui le défendent fièrement, tu vois. Ouais, donc ouais, pour moi, Ouais. c'est un très bon conseil. Moi, ce que je retiens de tout ce que tu m'as dit, déjà, j'apprécie la façon dont tu m'as fait. Je m'apprêtais à que tu dises des choses qui me fassent remettre en cause des choses de ma méthode. Ça n'a pas été le cas, mais tu m'as permis de les nuancer, de les élargir. Donc, par rapport au fait que même si tu fais un mécanisme serre, tant que l'intention est bonne, c'est pas grave même. Donc ça, je pense que c'est un truc que j'ai intégré à ma méthode et je te remercie pour ça. Heu, Ce que je retiens beaucoup de ta méthode, ce qui est un peu au centre de ta façon de voir les choses, c'est vraiment cette notion de et je pense pour les auditeurs, si vous voulez retenir un truc, c'est ça, c'est jouer le rôle, là, pendant, je sais pas, un mois, de considérer que l'anxiété est votre ami. Point barre, tu vois?
Et je pense que ce petit exercice d'un mois peut beaucoup déclencher des nouveaux réflexes, des nouvelles façons de faire qui, eux, vous me feront comprendre et vous feront obtenir des armes que vous garderez toute votre vie, quoi. Parce que je pense que c'est une méthode que je n'ai pas forcément utilisée, mais qui aurait pu, clairement, que j'aurais pu utiliser. Maintenant, en fait, j'y pense pas à cette notion-là, mais c'est vrai que la prochaine fois que je sens que je suis stressé ou quoi, peut-être ça va arriver dans leurs 6 mois ou quoi, mais le jour où ça arrivera, je me dis: «OK, vas-y, je vais essayer d'explorer, cette option parce qu'elle m'a l'air pas mal du tout, hein». Bon, Ça tant se fait mieux. beaucoup de sens. Avec Bah, l'intention, écoute, et tu fais tout. dis-moi? Non, je disais avec l'intention, si tu as l'intention avec l'intention Mmh, nécessaire. À partir du moment où tu diriges mmh, l'intention sincère sur ce que tu veux, tu l'atteins mmh. à coup sûr, sincèrement. Je pense que ouais, je pense qu'en termes d'outils de coaching, faire, un focus sur l'intention, ça peut être aussi, quelque chose de hyper puissant, tu as raison. Je pense qu'on va avoir plusieurs, d'autres discussions, Corentin, parce que j'ai l'impression que en tout cas de mon côté, je sais pas du tien, mais tu enrichis moi encore plus, mes compétences en tant que coach. Donc, je suis Avec clairement chaud de bah, déjà, c'est parce qu'on se parlera pas en privé, mais de te revoir dans le podcast, grand clairement. plaisir. Genre, dans la saison d'après, on se refera une partie 2 parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a juste, vu la partie, émergée de l'iceberg, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs qu'on pourrait explorer, donc, 100%. j'aimerais bien te revoir dans le podcast, en tout cas. J'accepte. Et puis voilà, en tout cas, merci. Moi, en tout cas, je veux te remercier encore une fois d'être venu. Merci pour ce que tu fais. Vous pouvez retrouver Corentin, donc quand je vais publier le podcast, mettre ton lien et tout ça, pour qu'on te retrouve. Dans la description du podcast, vous trouverez aussi. Donc allez voir ce que Corentin fait. Et puis voilà, encore une fois, mec, merci d'être passé et puis j'ai hâte de te revoir, soon. Écoute, merci à toi pour l'invitation. J'ai adoré passer cette heure et demie avec toi et échanger sur sur ces sujets passionnants. Puis bah, écoute, au plaisir, hein, Mmh. quand tu veux. Super. Bah, vas-y, on va couper l'enregistrement et on dit au revoir à tout le monde. Exactement. Si vous voulez participer au podcast, comme d'hab, hein, vous m'envoyez un DM sur Insta. Si vous voulez aider le podcast, si vous voulez plus d'épisodes comme ça, mettez une note positive sur la plateforme dans laquelle vous êtes. C'est un peu les deux choses que je peux vous dire de faire. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Allez, salut! Au revoir.